Ce gars se retrouve à l'hôpital après avoir anéanti un groupe de monstres dans une autre dimension. Il vient d'éveiller ses pouvoirs et a complètement épuisé son endurance pendant le combat, alors le médecin lui dit qu'il a besoin de repos pour récupérer. Mais au moment où il est laissé seul, une présence sombre apparaît et le réveille. Il lui dit de devenir assez fort pour être digne de son pouvoir. Li Yi n'est pas du tout enthousiasmé par cela. Il commence à penser à s'en débarrasser, mais cela ne fait que rendre la présence plus furieuse. Elle en a marre de sa faiblesse. Le monarque de l'ombre soulève Li Yi dans les airs et le jette directement dans un portail, le prévenant que s'il n'atteint pas le rang D dans les 3 jours, il sera complètement effacé. Li Yi ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans une grotte au lieu d'un lit d'hôpital confortable. Assez vite, il réalise la vérité. Il a été téléporté dans un nid d'insectes dans l'autre monde pour s'entraîner, et honnêtement, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la vie est toujours aussi cruelle envers lui. Ses parents sont morts dans un accident alors qu'il travaillait pour une corporation. Au lieu de recevoir une compensation, il a été contraint de rembourser toutes leurs dettes. Sans aucune autre option, il a accepté le métier le plus dangereux qui soit, travaillant comme mineur dans l'autre monde. Alors qu'il commençait à s'habituer à cette vie, tout s'effondre à nouveau. Lors d'une mission, des monstres humanoïdes surgissent et massacrent la plupart des mineurs. Quand les monstres font exploser leur camion, Li Yi remarque alors quelque chose de très important. Ils ont peur du feu. Exploitant cette faiblesse, il aide les mineurs restants à s'échapper. Ils se réfugient dans une grotte de stockage et commencent à brûler du pétrole pour bloquer l'entrée. La compagnie est contactée et une équipe de sauvetage promet d'arriver dans 2 heures, mais le cauchemar ne s'arrête pas. Les batteries de leur combinaison de protection commencent à faiblir. Des mineurs plus forts s'allient et volent des batteries aux faibles et aux personnes âgées pour se sauver. Li Yi est battu et abandonné pour mourir des radiations. Ensuite, un autre mineur tente de s'échapper avec le camion. Il fait tomber accidentellement une statue par l'arrière, éteignant le feu à l'entrée de la grotte. C'est alors que les monstres se déversent à nouveau. L'un d'eux brise la statue et attrape Li Yi, le poignardant. Même là, Li Yi refuse d'abandonner et mord le monstre de ses dernières forces. À ce moment précis, le monarque des ombres scellé à l'intérieur de cette statue pénètre dans son corps. Avec cette puissance, Li Yi écrase facilement les monstres un par un. Il fait même goûter leur propre médecine aux mineurs lâches en leur prenant leur batterie et en les donnant aux quelques survivants. Puis, il se dirige vers l'extérieur. Utilisant sa force et son agilité écrasante, il forme une lame d'ombre et tue chaque monstre restant. Mais comparé à ce qu'il attend plus profondément à l'intérieur de ce nid d'insectes, cela ne semble être rien du tout. L'instant d'après, il aperçoit un scarabée à carapace bouclier. Il ne parvient pas à comprendre pourquoi il reconnaît cette espèce, mais l'ombre lui répond qu'elle a entièrement partagé sa banque de connaissances avec lui. Soudain, le scarabée charge à toute vitesse. Li Yi parvient à peine à reculer et à éviter le coup. Remarquant un point aveugle sur son dos, il bondit dans les airs pour l'exploiter. Il tente de frapper, mais son attaque s'avère inutile. Le scarabée charge de nouveau, et cette fois, il bloque avec sa lame forgée d'ombre. Pourtant, il peine à percer sa carapace car elle est bien trop dure. L'ombre se moque de lui, raillant l'inutilité de ses attaques, réduites à de la pure force brute. Mais alors qu'il fonce vers le scarabée, il exige de l'ombre de le laisser se battre à sa manière. L'ombre l'avertit de ne pas venir mendier de l'aide si les choses tournent mal. Il affronte le scarabée un moment, de plus en plus frustré de ne trouver aucun point faible. Le coup suivant du scarabée le projette en arrière, suivi de nouvelles moqueries de l'ombre. Puis, il remarque quelque chose de vert étalé sur son épaule. En regardant le scarabée, il réalise que c'est le sang de la bête. Un sourire narquois apparaît sur son visage car il a enfin trouvé le point faible. Éveillant son œil d'ombre, il défie le scarabée pour voir qui est vraiment le plus faible. L'ombre reconnaît instantanément sa capacité. L'instant d'après, il brise la patte du scarabée. L'ombre se moque de lui pour n'avoir coupé qu'une seule patte, mais Li Yi sait que c'est amplement suffisant pour créer une ouverture. Pour en finir, il lui faut une arme plus efficace. Par sa volonté, il façonne son ombre en forme de lance et l'enfonce dans l'abdomen du scarabée, qui est son point faible. Il finit par gagner, mais l'ombre est insatisfaite, soulignant à quel point il s'épuise si vite après n'avoir tué qu'un seul gardien blindé. Puis, une soudaine poussée de puissance le traverse, alors qu'il découvre un bijou dans sa main. L'ombre explique que c'est une pierre d'énergie, une qui peut l'aider à augmenter son niveau de capacité. Puis il sent quelque chose, mais il ne peut pas le voir. L'ombre l'incite à utiliser son œil d'ombre, ce qui ne fait que le laisser perplexe. L'ombre explique que pour activer la compétence, il doit rassembler l'énergie de l'ombre dans ses yeux. Il la canalise au niveau 1, ouvre les yeux et repère le prochain ennemi devant lui, un qui lui lance des armes en forme d'aiguille. Il l'esquive de justesse tout en se demandant encore ce que sont ces créatures. Une autre attaque vient de derrière, le forçant à esquiver à la dernière seconde. Les coups sont si rapides, il ne peut même pas les suivre correctement. Frustré, il se demande si l'œil d'ombre ne fonctionne pas comme il le devrait. L'ombre l'informe froidement qu'il est simplement trop faible pour utiliser cette compétence efficacement. Déterminé, il pousse plus fort, rassemblant davantage d'énergie d'ombre dans ses yeux. L'ombre remarque alors son efficacité surprenante à canaliser cette énergie, atteignant un niveau qui l'intrigue même profondément. L'instant d'après, Li Yi voit clairement le monstre, un coléoptère épais clignotant, aussi connu sous le nom de moissonneur de tête. À ses côtés se tapit un tireur à dard, projetant des pointes empoisonnées à distance. Mais le véritable problème se révèle alors à lui. C'est dans la nature des insectes de ne jamais être seul. S'il en a trouvé un, il doit y en avoir d'autres. L'obscurité s'épaissit, enveloppant le champ de bataille, alors que d'innombrables formes commencent à s'agiter autour de lui. Maintenant, il l'attaque de tous les côtés, tandis que l'ombre le félicite d'avoir trouvé une position qui l'aide à éviter les coups de toutes les directions. L'instant d'après, Li Yi explose d'énergie d'ombre, repoussant de nombreux insectes. Cette énergie est en fait la deuxième phase du pouvoir de l'ombre, telle que reconnue par l'ombre. Peu après, il reçoit une notification que son œil d'ombre a atteint le niveau 2, lui permettant de tuer ses ennemis plus efficacement. En combattant les insectes,
Il a l'impression que leurs mouvements ont ralenti, lui permettant d'esquiver leurs attaques rapidement. Puis, il remarque des taches violettes sur leur corps et réalise que ce doivent être leurs points faibles. Shadow le confirme, disant qu'il peut les voir grâce à ses yeux d'ombre de niveau 2. Maintenant, il a une bien meilleure possibilité de percer leur défense. Avec un rugissement, Li Yi s'élance et active sa compétence d'éclatement d'épines d'ombre, enfonçant son arme dans le sol sous ses pieds. De là, d'innombrables épines d'ombre transpercent le sol vers le haut, empalant les insectes. Cette capacité lui permet d'enfoncer ses ombres dans la terre et de les faire jaillir vers le ciel en une frappe mortelle. Grâce à cela, il obtient de multiples gemmes et sa progression vers le rang D commence officiellement. Cependant, chaque noyau ne contribue qu'à 0,7% à sa percée. Il décide alors d'abattre les autres également, résolu à tous les achever d'un seul coup puisqu'il a déjà repéré leurs points faibles. À chaque élimination, sa progression vers la percée s'accroît. Il est stupéfait de constater à quel point une seule augmentation de niveau de ses yeux d'ombre peut décupler ses capacités. Une telle puissance dépasse largement toutes ses attentes. L'instant d'après, un autre insecte l'attaque, mais il parvient à esquiver au tout dernier instant, ce qui lui vaut des éloges pour sa réactivité fulgurante. Li Yi reconnaît alors son adversaire comme étant un ver sabre de distorsion. Sans la moindre hésitation, il remodèle son ombre pour en faire un fouet, immobilise l'insecte et le ramène vers lui, tout en le provoquant de tenter un nouveau bond. Une nouvelle nuée d'insectes surgit, projetant sur lui des épines venimeuses. Il s'élance en avant et, avec toute sa puissance, métamorphose son ombre en une multitude de fouets, les enlaçant fermement autour de chaque créature pour les déchirer une par une. En observant cela, Shadow remarque que Li Yi est enfin en train de devenir digne de son pouvoir. Après tout, l'œil de l'ombre améliore son temps de réaction, sa force et son contrôle sur les ombres. Mais cela a aussi un prix, car cette compétence consomme une immense énergie mentale. C'est pourquoi la vision de Li Yi commence à se troubler alors qu'il atteint ses dernières limites. Pourtant, il refuse catégoriquement de s'arrêter. Animé par une soif de vengeance, il continue d'abattre les insectes sans faillir, l'esprit hanté par les pensées de ceux qui lui ont fait du tort. Sa progression fulgurante ne cesse de grimper à chaque élimination, tandis que le temps restant diminue à un rythme alarmant. Au milieu d'amoncellement de cadavres d'insectes, il progresse avec une détermination inébranlable, jurant de faire s'agenouiller tous ceux qui l'ont offensé pour l'honneur de ses parents. Son avancement au rang D atteint désormais 94%, mais il ne reste que 2 minutes. Pendant ce temps, Shadow remarque que la haine de Li Yi envers les humains joue en sa faveur, nourrissant son énergie d'ombre. Il le presse de se dépêcher, lui rappelant que le temps presse. Avec seulement 7 secondes restantes, Li Yi pousse finalement sa progression décisive à 97%. Shadow réalise ce qu'il s'apprête à faire, déchaînant toute son énergie d'ombre restante dans un pari désespéré pour achever son avancement. Plus courageux que jamais, Li Yi mise tout ce qu'il a, libérant une violente déferlante d'énergie de l'ombre qui se propage, explosant vers les insectes environnants juste au moment où le compte à rebours s'achève. Avec une déflagration dévastatrice d'énergie de l'ombre qui anéantit chaque insecte à proximité, Li Yi réalise enfin sa percée. Son progrès atteint les 100% et il parvient enfin au niveau D. Shadow, à la fois amusé et fier, lui confère le titre moqueur de Petit D. Épuisé, Li Yi aperçoit une arme posée à quelques pas de lui. Shadow explique que ce nid était utilisé par son peuple comme terrain d'entraînement pour les débutants et que l'arme devait donc être une dague de niveau D selon le système de classement humain. Mais quand Li Yi voit la taille de la lame, il ricane. Ça ne ressemble absolument pas à une dague, sous aucun angle. Pour lui, c'est un espadon gigantesque. Il fait remarquer que les gens de l'ombre devaient être des géants pour considérer quelque chose d'aussi énorme comme une simple dague. Shadow lui rappelle que ses pouvoirs d'ombre, à eux seuls, ne requièrent aucune arme, mais Li Yi, toujours aussi obstiné, refuse d'acquiescer. Avec un sourire en coin, il sort plusieurs dagues de ses ombres, ayant clairement l'intention de compter sur ses compétences et ses armes. Shadow devient curieux de savoir si Li Yi peut réellement utiliser l'arme correctement. Li Yi confirme qu'il n'a pas l'intention de l'utiliser car il compte la vendre. Alors ils se dirigent tous deux vers le hall d'inscription à cette fin. Lors de son évaluation, Li Yi est stupéfait de découvrir qu'il est toujours considéré de niveau E. La réceptionniste explique qu'aucune fluctuation d'énergie n'a été détectée en lui, même si ses statistiques physiques sont impressionnantes. Elle ajoute, presque avec moquerie, que sa profession mineure ne lui donne droit qu'à une augmentation de salaire de 15% au niveau. En sortant, Ombre explique que cela se produit parce que l'énergie de l'ombre ne peut être détectée par des méthodes humaines. Li Yi médite sur cette situation. Bien que cela lui confère un avantage, cela rend également difficile de vendre l'équipement de manière légitime. N'ayant pas d'autre choix, il se dirige vers le marché noir pour vendre l'arme. Shadow, amusé, aime le mot noir, disant qu'il lui sied à merveille. L'odeur de Li Yi est si forte, due à la mine, que les gens le reconnaissent aussitôt comme mineur. En regardant l'arme, Shadow se moque de l'absurdité des humains, raillant leur façon d'appeler quelque chose de divin simplement parce qu'il y a des gemmes incrustées. Alors, un boutiquier arrogant ricane à Li Yi, lui disant de partir car un mineur n'a pas le droit de souiller leurs armes. Li Yi, imperturbable, lui rappelle calmement que ce n'est pas une façon de traiter un client, mais l'homme arrogant ricane de plus belle, clairement convaincu que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais s'offrir quoi que ce soit de sa boutique. Puis, avec une révélation éclatante, il montre son arme et exige du jeune homme qu'il fasse venir leur expert pour connaître la valeur de sa grande épée. Mais le commerçant se tourne vers Zuo, qui possède un niveau D avancé, alors que sa petite amie se plaint de la raison pour laquelle il l'a conduite dans un endroit aussi louche que celui-ci. Le commerçant est tout à fait flatté.
espérant qu'il apportera quelque chose de valeur. Zhuo propose une épée qu'il compte vendre afin d'acheter une voiture à sa petite amie. Le commerçant l'examine et confirme que c'est une épée hurlevent, capable d'augmenter la puissance d'attaque de son porteur. C'est même plus élevé que pour quelqu'un ayant un niveau D. À ce moment-là, Li Yi se tourne vers Su Wing, son ex, qu'il a quitté parce qu'il n'avait plus d'argent et des millions à rembourser. Maintenant, Zhuo lui demande si elle connaît notre gars. Elle prétexte qu'il doit être son fan. Cependant, Zhuo n'apprécie pas qu'un type comme notre gars appelle sa petite amie si familièrement, tout en se plaignant du niveau inférieur de l'endroit. Sur ce, il active l'épée hurlevent et fonce vers lui, lui intimant de dégager avec ses affaires. Quand il envoie un coup de taille sur Li Yi, l'espadon de notre garçon le pulvérise au passage. Notre garçon plaisante en disant qu'il s'occupe des poubelles. Sa copine se plaint de ce qu'il prétendait avoir cette épée qui tranche le fer et vaut une fortune. Furieux, il se précipite sur Li Yi, son poing prêt à atterrir sur son visage. Notre garçon esquive le coup de poing sans aucun problème. Déterminé, Zhuo essaie de nouveau, lançant de multiples coups de poing et de pied sans pause. D'un autre côté, Li Yi n'a aucune difficulté à esquiver ses attaques, qui sont encore plus lentes que les insectes dans le nid. Zhuo cependant s'énerve de ne pas réussir à placer un seul coup correct alors que Li Yi n'est qu'un mineur. D'un coup de fouet, notre garçon saisit ses bras tandis que Zhuo menace de le renvoyer aux mines où est sa place. Les yeux brillants, Li Yi rétorque, le narguant, que tel un bon chien, il devrait ramper jusqu'à la surface. Là-dessus, il projette Zhuo au sol, suscitant l'inquiétude de sa petite amie. Ensuite, notre jeune homme lui lance une nouvelle provocation, ce qui exaspère encore plus Zhuo, qui se précipite à nouveau vers lui, mais il est stoppé net par l'entrée de quelqu'un dans la boutique. Cet homme imposant, Wong, est le véritable propriétaire du magasin. Il respecte Zhuo comme un client fidèle, mais lui rappelle que les bagarres sont interdites dans sa boutique. Sa copine intervient pour le défendre, accusant Li Yi d'avoir cassé l'épée de Zhuo. Cela attire l'attention de Wong, d'autant plus que l'épée de Zhuo a clairement été brisée par la force pure de l'arme de Li Yi. Notre garçon soutient que cela ne devrait pas importer puisque c'est Zhuo qui l'a attaqué en premier. Wong se tourne vers Zhuo pour confirmation. Alors que les choses avancent, Wong sourit diaboliquement réalisant que l'épée de Li Yi n'est pas une arme ordinaire. Alors il complote pour s'en emparer. Zhuo obtiendra l'objet et Wong aura l'argent. Prétextant son rôle de médiateur, Wong demande à inspecter l'épée. Li Yi le lui tend sans la moindre hésitation, mais dès l'instant où Wong s'en empare, il est complètement stupéfait. Cette épée pèse bien plus de 100 livres, pourtant notre jeune homme la manie comme si elle ne pesait rien du tout. Ce seul fait pousse Wong à soupçonner qu'il pourrait être bien plus avancé qu'il n'y paraît. Décidant de le tester davantage, Wong s'interroge sur la manière dont un simple mineur a pu se procurer un tel objet. Li Yi lui rappelle que sur le marché noir, ni l'origine des articles, ni l'identité du vendeur ne doivent être remises en question. Wong choisit de laisser passer. Pourtant, notre garçon sent qu'on le sonde et dit nonchalamment qu'il l'a trouvé en minant. Il sourit en apprenant que Li Yi n'est qu'un simple mineur, alors il sous-estime la valeur de l'épée en affirmant qu'elle ne vaut que quelques centaines car elle ne possède aucun attribut. D'autre part, l'épée de Zhuo aurait valu 2 millions si elle n'avait pas été brisée. Ensuite, il tente d'attirer Li Yi en prétendant qu'il doit payer 2 millions à Zhuo pour son épée cassée et qu'il couvrira lui-même les frais restants. Il se tourne vers Zhuo pour confirmation et Zhuo accepte joyeusement. Cependant, sa petite amie s'inquiète pour sa voiture car une personne comme Li Yi ne pourrait jamais débourser 2 millions. Il la rassure en lui disant que la vente de ses organes pourrait compenser cette dette. Notre jeune homme, cependant, comprend parfaitement leur stratégie. Ils préparent leur point, mais Li Yi se prépare aussi, avec son ombre, déclarant que ce sont eux qui vont avoir des ennuis. Tous les voyous de la pièce se ruent sur notre gars, prêts à l'écraser. Pendant ce temps, Wong dit à Zhuo d'aller à la maison de thé et d'attendre la fin du combat, ce que Zhuo accepte. Mais avant même qu'il ne fasse un pas, un voyou est déjà projeté contre le mur. Wang avertit ses hommes d'être prudents et de ne pas abîmer sa marchandise, car il ne pourrait jamais la rembourser. L'instant d'après, ils sont choqués de voir notre jeune homme vaincre sans effort chaque voyou. Cela fait penser à Zhuo que Li Yi est devenu bien plus fort en travaillant dans les mines. Ensuite, Li Yi défie ce minable qui grince des dents. La petite amie de Li Yi ne croit pas en ses compétences de combat, tandis que Zhuo reconnaît que sa propre force est suffisante pour anéantir de simples humains. Mais il insiste avec force sur le fait qu'il n'aurait absolument aucune chance face à quelqu'un de son niveau, un niveau D. Sur ce, il se précipite vers lui, mais avant même de pouvoir toucher Li Yi, il est violemment projeté par une seule gifle. Zhuo est furieux après avoir été giflé et se plaint comme un enfant. Il prétend qu'il va le tuer et lance une attaque rouge déferlante que Li Yi bloque facilement avec son ombre. Zhuo est perplexe en le voyant. On a l'impression que Li Yi possède un mur invincible. À cet instant, Li Yi est prêt à lui donner une bonne leçon, ce qui fait reculer Zhuo de peur. Sa petite amie refuse de croire qu'il ait pu être vaincu par un simple mineur. Sans perdre un instant, Li Yi tisse une toile d'araignée d'ombre mouvante autour d'eux. Zhuo, tremblant de peur, réalise que Li Yi doit être au moins de rang C ou B, mais notre jeune homme lui dit nonchalamment qu'il n'est qu'un mineur de rang E, ce que cette racaille refuse catégoriquement de croire. Au moment où Li Yi s'apprête à le frapper, Zhuo s'empresse de révéler qu'il appartient au redoutable gang de la Panthère Noire, le prévenant que toute agression contre lui attirera la fureur de Frère Panthère. Notre jeune homme y réfléchit un instant et lui demande confirmation si le gang est impliqué dans des activités d'usure. Zhuo l'admet désespérément, ce qui lui vaut un coup de poing violent qui le projette en arrière, crachant du sang. Li Yi déclare sa haine pour tous les usuriers. À ce moment-là, Wong lui tend une embuscade avec une épée, mais Li Yi le repousse avec une force pure. Zhuo, terrifié, décide de faire un compromis. Il offre 100 000 yuan pour être libéré. Li Yi se moque de lui, demandant si c'est tout ce qu'il vaut. Il monte à 500 000 et finit par s'arrêter à 1 million s'il est relâché. Mais notre garçon a une autre idée. Puisque Zhuo est si friand de facturer des intérêts élevés, il décide de lui donner plusieurs gifles en guise d'intérêt. Désespéré,
Zhuo sort sa carte de crédit et offre 5 millions, tout ce qu'il possède. À la vue de la carte VIP du groupe NG, il comprend immédiatement que Zhuo fait partie de ceux qui extorquent de l'argent à des gens comme lui. Alors il décide de garder Zhuo en vie un certain temps afin d'attirer les plus gros poissons. Il laisse partir Zhuo, affirmant que le gang de la Panthère Noire lui a déjà extorqué des millions et qu'accepter cet argent n'est donc que son dû. Su Bing s'inquiète pour Zhuo, mais lui est bien plus préoccupé par l'humiliation de ses mots, elle qui lui avait dit que Li Yi n'était qu'un simple mineur. Elle exprime sa totale confusion devant la façon dont Li Yi est devenu si puissant. Enragé, Zhuo libère son humiliation en la giflant violemment. Dans son esprit, la vengeance contre Li Yi devient une certitude car son argent n'est pas quelque chose qu'on peut lui prendre impunément. Il appelle son supérieur, Frère Panthère, déformant la vérité en prétendant que Li Yi a non seulement volé l'épée qu'il destinait à Panthère, mais a aussi juré d'éliminer le gang de la Panthère Noire. Il demande ensuite à Zhuo d'envoyer toutes les informations qu'ils ont sur Li Yi. À ce moment-là, un de ses subordonnés lui demande quel est leur plan concernant les gens, puisqu'ils ont déjà récupéré les objets pour lesquels ils étaient venus. Lui, de sang-froid, tue froidement toutes les personnes présentes, s'exclamant qu'il n'y a désormais plus personne. Finalement, il confie la responsabilité de la prise en charge de Li Yi, qu'il soit vivant ou mort, à son commandant en second. Notre jeune homme, à la recherche d'un emploi, se dirige vers la guilde des avancés pour trouver du travail. Dès qu'il révèle qu'il est de rang E et qu'il cherche une tâche, tous les aventuriers autour de lui commencent à se moquer de lui pour sa classe la plus basse, car d'habitude la guilde ne prend pas la peine d'offrir des emplois aux classes E. La réceptionniste lui dit poliment qu'il doit attendre à l'entrée, juste à côté du tas d'ordures. Si un parti a besoin de quelqu'un comme lui, ils viendront le chercher là-bas. Ceci, bien sûr, déclenche une nouvelle salve de rire et de moqueries de la part des autres, le comparant au tas d'ordures où on lui a dit d'attendre. Ignorant les moqueries, il reste concentré sur l'obtention d'une tâche car les 5 millions qu'il a gagnés sont allés directement au prêt qu'il doit rembourser. Soudain, toute la salle de guilde s'alourdit sous la pression intense d'une aura de haut niveau. Elle émane d'une avancée, une fille de rang B. Des murmures parcourent la foule se demandant pourquoi quelqu'un comme elle est même ici. En activant son œil d'ombre, Li Yi remarque quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Elle ne dégage aucune intention meurtrière et son regard révèle surtout l'air délicat d'une jeune femme riche. Son compagnon annonce qu'il se dirige vers l'abîme des bêtes pour une tâche de rendez et qu'ils ont besoin d'un mineur de rendez à cet effet. Au moment où ces mots quittent dans sa bouche, la pression de son aura fait reculer tout le monde de peur. Tout le monde, sauf notre garçon, qui reste totalement imperturbable. Il réalise rapidement qu'il est le seul à être resté debout. La jeune fille elle-même remarque à quel point il n'est pas affecté par son aura de rang B. La réceptionniste, cherchant à lui faire plaisir, s'empresse de lui montrer une liste d'avancées de rendez disponibles. Mais elle secoue la tête et désigne Li Yi à la place. La réceptionniste balbutie, protestant qu'il ne s'est même pas encore enregistré et que ce serait contre le protocole, mais la jeune fille déclare simplement qu'elle fait les règles et choisit Li Yi elle-même, sortant avec eux à sa suite. La réceptionniste, déconcertée, reste sans voix, n'ayant jamais été témoin qu'elle choisisse personnellement quelqu'un auparavant. Dans le donjon, suivant Shin, Li Yi rencontre son équipe. C'est un groupe bien équilibré. Un avancé de classe barde utilise sa flûte pour attirer les monstres, pendant que les combattants de première ligne infligent des dégâts rapides. Cette coordination offre aux guerriers des ouvertures claires, leur permettant d'abattre les minotaures efficacement. Shin mène avec assurance depuis l'avant, en tant que rang B. De l'extérieur, on dirait que tout se passe sans problème, mais les sens aiguisés de Li Yi détectent une anomalie, car il y a bien plus de minotaures qui rôdent dans les parages, ce qui rend cette mission bien plus périlleuse qu'une simple tâche de rendez. Il se demande pourquoi les autres ne parviennent pas à les apercevoir. Shadow lui explique que c'est grâce à son œil d'ombre, qui décuple sa perception sensorielle bien au-delà de celle des humains ordinaires. Li Yi examine Shin. Étant de rang B, elle a forcément senti la même présence, pourtant il devine qu'elle la cache délibérément. À ce moment-là, la compagne de Shin lui rappelle que le cristal d'étoile se trouve juste sous leurs pieds. Elle demande alors à Li Yi de l'accompagner. Sentant l'aura étrange qu'elle dégage, il suppose qu'elle ne se soucie pas de la vie d'un mineur, ni même de ses propres coéquipiers. Elle ne compte que sur sa puissance pour faire face à toute menace qui attend en bas. L'instant d'après, tous deux sautent et atterrissent devant un minotaure brut de rang D. Elle s'avance, tirant son épée, et Li Yi se prépare à observer comment un combattant de rang B affronte une telle bête. Mais à son grand étonnement, elle se retire derrière lui et lui enjoint de s'en occuper à sa place. Il se tourne vers elle, lui rappelant qu'il n'est qu'un simple mineur, mais elle le supplie à nouveau, le poussant en avant. Il répète fermement qu'elle est de rang B alors que lui n'est qu'un mineur de rang E. Il ne veut pas se battre car il ne perçoit qu'un misérable salaire de mineur, et risquer sa propre vie pour si peu n'a absolument aucun sens. Alors elle promet de lui verser 1 million et il accepte de le faire pour l'argent. Il active son aura ténébreuse et forge une lame dans sa main. L'instant d'après, il se tient face à plusieurs minotaures de catégorie D. Il bloque l'une de leurs attaques tandis que deux autres foncent sur Shin, mais il est bien décidé à la protéger pour l'argent. À sa grande surprise, elle active aussitôt son pouvoir qui projette les monstres en arrière. Lorsqu'un minotaure bondit pour la frapper d'en haut, Li Yi brandit sa grande épée et le repousse. Il demande si le monstre déteste son visage, ce qui la fait pleurer, tandis qu'elle déclare que les bêtes sont sa responsabilité. Li Yi abat les minotaures avec une précision experte, offrant à Shin un bref soupir de soulagement alors qu'elle se croit enfin en sécurité. Mais elle se trompe, un autre minotaure la charge par derrière. Elle s'interroge sur le comportement intrépide de la créature, mais Li Yi est perplexe face à elle. Elle a pourtant clairement le pouvoir de combattre ces créatures, mais elle tremble de peur devant elle. Le coup du minotaure atterrit sur son bracelet, libérant un puissant bouclier rouge qui repousse la bête avec force. Cependant, le bracelet se brise pendant le processus. En le voyant, Li Yi le reconnaît immédiatement comme un charme protecteur
et en conclut qu'elle doit être une avancée de type non combattant, ce qu'elle confirme. Elle le supplie alors de garder ce secret. Il accepte à condition qu'elle le paie en supplément. Pourtant, il exprime sa curiosité quant à la raison pour laquelle les Minotaures la ciblent telle seule. Pour trouver la réponse, il active son œil d'ombre et remarque une silhouette un peu plus loin, quelqu'un qui contrôle les Minotaures avec une flûte. Il n'avait pas pu sentir cette présence auparavant à cause de l'aura supprimée de l'ennemi. Shin demande de l'aide et il frappe une autre créature, mais cela devient un cycle sans fin, car d'autres apparaissent après chaque défaite. Ses compétences à effet de zone sont hors de question à cause de la proximité de Shin. Il commence à s'inquiéter qu'il sera épuisé à mort à ce rythme, puis il fait une pause, réfléchit clairement et réalise que son véritable ennemi est après Shin. Il décide de l'utiliser comme appât tout en forgeant des chaînes d'ombre sous ses pieds. Il avertit Shin de rester vigilante en cas d'embuscade, surtout que son charme protecteur est brisé et qu'elle ne peut pas se battre. Pendant ce temps, il attache les pieds du Minotaure avec des chaînes d'ombre. Shin s'inquiète de la raison pour laquelle il a révélé à voix haute tant de son secret sans réaliser qu'elle est l'appât. L'ennemi tombe dans le piège et apparaît derrière elle, certain qu'elle est sans défense. Il lève son épée, lui disant de blâmer son père pour sa faim. Avant que le coup ne porte, Lee Yi la sauve. Il révèle alors que le coupable des Minotaures les contrôle avec des ondes infrasoniques par sa flûte. Shin est choqué de voir Ludan, sa coéquipière, se tenir là. Ludan sourit, se moquant d'avoir été dupé par un simple mineur, mais déclare que ce n'est pas la fin. Il active son pouvoir, puisant l'énergie de tous les Minotaures qui l'entourent. L'air s'épaissit de son aura alors qu'il se prépare à révéler sa véritable force. En observant attentivement, Lee en déduit que Ludan est forcément de Rancé, tandis que Shin comprend vite sa stratégie pour accroître son pouvoir. L'instant d'après, la lave jaillit à leurs pieds et ils réalisent que Ludan est en train d'évoluer en Minotaure de lave de Rancé. Nerveusement, il pense comment le pouvoir de triche de Ludan la rend bien inférieure que son nouvel ennemi. Bientôt, le Minotaure de lave de Rancé, pleinement évolué, se dresse devant eux et attaque aussitôt. Sans choix, Lee forme un bouclier d'ombre autour d'eux, mais la force destructrice de la bête est trop écrasante, le brisant aussitôt. Il comprend qu'ils ne font pas le poids face à un tel monstre. Kia remarque les marques de brûlure sur son corps, mais il ne répond rien. Sans alternative, il lui prend la main et l'entraîne pour courir avec lui. Pour retenir le Minotaure, il l'entrave de cordes d'ombre, sachant qu'il ne pourra pas le retenir longtemps. Une fois qu'ils atteignent une distance plus sûre, il l'exhorte à s'éloigner le plus possible du donjon. L'inquiétude l'envahit, mais il lui dit qu'il doit rester pour lui faire gagner du temps. Elle hésite encore, mais il la console, lui assurant qu'il reviendra. Après tout, il lui reste à récupérer son million. Finalement, elle se dirige vers l'entrée principale. À ce moment-là, Ludan, transformé en Minotaure, les recherche. Il appelle, exigeant de connaître l'emplacement de Shin. Foudrage, il se retourne vers Lee Yi. Notre garçon esquive l'attaque, le provoquant et le tenant en haleine. Il frappe le tibia de Ludan pour ne réaliser qu'avec stupeur qu'il n'y a pas une égratignure. Son corps est comme de la roche solide. Ludan répond avec moquerie, affirmant qu'aucune lame ne peut l'atteindre car il est véritablement devenu de pierre tout en tentant de lui porter un coup dévastateur. L'esprit de Lee Yi s'emballe, concluant que le vaincre entouré de lave est pratiquement impossible. Il s'enfuit immédiatement, attirant Ludan au loin dans le but de l'amener en terrain découvert. Ludan continue de le narguer pour sa fuite, mais Lee Yi reste concentré sur la recherche de son point faible. Activant son œil d'ombre de Rancé, il scrute Ludan avec une attention méticuleuse. La créature monstrueuse frappe de nouveau, bien décidée à le tuer avant de s'en prendre à Shin. Cette agression téméraire offre à Lee Yi l'opportunité de déceler enfin le point faible. Il se précipite derrière Ludan, mais ce dernier se montre assez vif pour anticiper son mouvement. Des coulées de lave jaillissent, recouvrant l'endroit vulnérable. Avec un rire cruel, Ludan le défie, se vantant de savoir exactement ce que Lee Yi pense avant de le projeter au loin avec une force en fusion. Épuisé, Lee Yi ressent le poids écrasant de la puissance d'un véritable Rancé. Ludan se précipite, bien décidé à en finir avec lui. Lee Yi stabilise sa lame, guettant la bonne occasion. Ludan se moque de lui de n'avoir pas fui comme auparavant, certain que ce combat est sans espoir. Mais Lee Yi continue d'avancer avec des frappes incessantes, bien que chaque coup semble inutile contre le corps rocheux de la créature. Ludan lui assène de violents coups, mais ce moment d'arrogance ouvre une mince opportunité. Lee Yi bondit dans les airs, visant droit le point faible, une chaleur éclate violemment, une vague accablante jaillissant du point protégé. Son énergie d'ombre faiblit face aux 2000 degrés Celsius brûlants, le repoussant. Il atterrit lourdement, admettant intérieurement la vivacité de son adversaire. Ludan reconnaît que Lee Yi a trouvé la faiblesse, mais il le nargue davantage, disant qu'elle est inatteignable sous cet enfer. Ensuite, d'un ton cruel, il exige la localisation de Shin. Lee Yi répond froidement, faisant comprendre qu'il ne ferait jamais confiance à quelqu'un qui a trahi son propre maître pour l'argent et la gloire. À ces mots, Ludan devient livide, se ruant sur lui avec une rage folle. Son adversaire attaque sans relâche, tandis que notre jeune homme esquive chaque coup, son corps agissant par pur instinct. Saisissant une ouverture, il transforme son ombre en une lame-chaîne et la projette vers Ludan. L'ennemi reconnaît instantanément ce changement. Lee Yi ne fait plus que défendre, il est passé à l'offensive. Sans la moindre hésitation, Lee Yi transforme sa chaîne en une dague corde, la projetant directement vers le point faible de Ludan. Mais la chaleur intense fait fondre son ombre en plein air, ce qui provoque les moqueries de Ludan. Le monstre s'élance de nouveau, lui intimant d'abandonner. Lee Yi serre les dents, réalisant qu'il consomme bien trop d'énergie de l'ombre. Ses réserves se consument à une vitesse alarmante, et avec elles, ses chances de survie. Pendant un fugace instant, il envisage de faire appel à Anthropique pour de l'aide. Cette idée le fait frissonner. Il refuse, préférant affronter la mort à ses propres conditions, plutôt que de livrer son corps à cette entité. Rassemblant chaque once de volonté,
il bondit à nouveau dans les airs, les yeux rivés sur le point faible. La chaleur oppressante menace de l'écraser, les flammes de la barrière de lave lui brûlent à la peau, pourtant il refuse de s'arrêter. La promesse de la victoire, les points d'expérience qui l'attendent au-delà de ce combat, le poussent en avant. Puis il transperce, enfonçant sa lance forgée d'ombre directement dans le point faible de Ludan. Le combattant de rang C explose de douleur, son rugissement résonnant à travers tout le donjon. Mais juste au moment où ses points de vie chutent à zéro, le mode berserker de Ludan s'active. Son corps s'embrasse d'une énergie violente, ses statistiques montent en flèche. Il projette Li Yi en arrière avec une force monstrueuse. Li Yi s'écrase au sol, stupéfait et confus par ce revirement soudain. Les yeux ardents de Ludan se fixent sur lui, la fureur au ventre, maudissant le mineur d'avoir osé le blesser. Et puis Li Yi le sent, la chaleur suffocante qui émane de son ennemi, de plus en plus brûlante, forte, mortelle. Ludan déclare d'un ton monocorde que c'est sa fin. L'instant d'après, notre garçon est pétrifié, sentant une énergie bien plus grande s'élever de son corps. La réponse vient d'Anthropique, qui l'informe que cette énergie a toujours résidé en lui, mais qu'elle est maintenant tempérée par la forte chaleur de son coup pour abattre Ludan. Ceci forge une nouvelle forme d'énergie de l'ombre. Il remarque que cette capacité d'ombre éveillée lui confère un pouvoir de guérison, bien qu'à un niveau débutant pour l'instant. Ludan remarque aussi non seulement que notre jeune homme se soigne, mais aussi l'aura sinistre qui émane de lui. Il attaque immédiatement Li Yi sans lui laisser le temps de récupérer. Li Yi esquive avec une rapidité fulgurante. Ludan est choqué de le voir se déplacer avec une agilité suffisante pour égaler sa vitesse multipliée par 3, ce qui le pousse à douter si ce jeune homme est réellement d'un simple rang E. Furieux, il inonde la zone de lave pour l'empêcher de s'échapper. Déterminé à le réduire en cendres, Ludan intensifie son attaque, mais Li Yi reste là, imperturbable, ignorant que l'amélioration de l'ombre a formé une couche protectrice autour de lui, le protégeant entièrement de la chaleur. Il est satisfait de la capacité de niveau débutant qu'il a éveillée, bien qu'il se demande quel miracle une version plus avancée de cette compétence pourrait bien apporter. Puis, avec un calme défi, il nargue Ludan, lui disant que sa puissance est bien trop faible. Ludan est choqué par ce spectacle, tirant sa lame, notre jeune homme déclare que c'est à son tour d'y mettre un terme. En rugissant, son ennemi fonce aussi sur lui, mais cette fois, Li Yi a le dessus. Sa compétence d'amplification d'ombre porte ses statistiques globales à 200%. Désormais, sa lame peut transpercer et découper le corps rocheux de son ennemi, fou de rage après avoir perdu son bras. Il fonce à nouveau sur Li Yi, mais cette fois, notre garçon est prêt, les deux mains armées de lames. Il n'arrive pas à croire que sa capacité d'amélioration de l'ombre lui donne assez de puissance pour infliger même des dégâts à distance. Il envoie un autre coup vers Ludan, blessant son corps, mais la lave donne un avantage à Ludan, lui permettant de régénérer ses membres perdus à nouveau. L'entendant se vanter d'une régénération infinie, Li Yi lui fait remarquer que son énergie diminue. Brandissant son arme, Ludan le met au défi de continuer à attaquer. Cédant à la provocation, Li Yi lui coupe les membres encore et encore, le laissant se régénérer à chaque fois. Mais au dernier moment, Ludan sent que quelque chose ne va pas avec la régénération. Li Yi lui dit de se rendre, car il est déjà à bout. Face à la mort, Ludan tente de le raisonner, disant qu'il n'y a pas de rancune entre eux et qu'il n'a pas besoin de le tuer. Li Yi est d'accord, mais ajoute qu'on lui a confié la tâche de protéger Shin pour 1 million. En entendant cela, Ludan décide de le tenter avec une offre de 5 millions une fois de retour en ville. Notre garçon fait semblant de mordre à l'hameçon, sachant que c'est une occasion pour Ludan de revenir avec des renforts et d'essayer de le tuer. Ludan affirme qu'il n'est pas un traître, mais Li Yi lui rappelle qu'il en est bien un et qu'il devrait être livré à Qin Shaoshang, le père de Qin, pour avoir osé cibler sa fille, sans compter que Li Yi sera généreusement récompensé non seulement pour l'avoir sauvé de ses griffes, mais aussi pour lui avoir remis ce coupable. En entendant ces mots, Ludan décide de choisir la mort plutôt que la captivité, sachant pertinemment que cela mettrait également sa famille en danger. Il déclare que Li Yi ne devrait pas le blâmer pour ce qui est sur le point d'arriver, alors qu'il lève un éclat dans sa main. Anthropique reconnaît l'éclat de la porte de l'autre monde et informe immédiatement Li Yi que si Ludan le détruit, l'abîme perdra son entrée vers le monde extérieur et tout le monde à l'intérieur sera piégé pour toujours. Ludan l'accuse de ne lui laisser aucun autre choix que d'agir. D'un mouvement fulgurant, Li Yi arrache l'éclat de sa main et, l'instant d'après, l'attaque furieusement pour le tuer. Ludan s'effondre au sol, laissant derrière lui un noyau d'énergie. Avec ce noyau, Li Yi améliore son œil d'ombre, qui est désormais élevé au rang d'œil d'ombre ultime. Le sol se met soudainement à trembler. Anthropique l'informe que l'abîme est en train de s'effondrer sans le soutien de l'énergie du Minotaure. Tout le monde se précipite en sécurité vers la sortie et respire de soulagement après s'être échappé. Qian lui offre une place au sein de la faction de son père, l'assurant que ses compétences seront très appréciées. Li Yi déclare clairement qu'il n'est pas du tout intéressé à rejoindre une quelconque faction. Il lui demande également de garder son pouvoir secret. Elle accepte, lui remettant sa récompense d'1 million. Décidant de gagner plus d'argent, il propose son épée dans la 3e rue de Longmen. Elle l'inspecte et constate que, bien qu'elle ne possède aucune propriété énergétique spéciale, le matériau est de haute qualité. Elle accepte de la prendre pour évaluation et promet de lui en donner un prix convenable. Il lui tend joyeusement l'épée et lui dit au revoir, prévoyant déjà de lui vendre ses futurs objets également, à en juger par sa connaissance approfondie des armes. Pourtant, il garde une petite appréhension qu'elle puisse ressembler à Zhuo, mais pour l'instant, il se satisfait du million qu'il a gagné. Plus tard, de retour chez lui, il sort le fragment qu'il avait dérobé à Ludan et demande à Anthropique si son importance est réelle. Anthropique lui assure que la collecte d'un nombre suffisant de fragments l'aidera à atteindre le rang S. En contemplant le fragment, Li Yi réfléchit profondément à cette proposition. À son insu, Anthropique réfléchit déjà à la réapparition du portail de l'autre monde, ce qui signifie que leurs ennemis pourraient toujours être actifs. Il sait que Li Yi détient la clé, car un jour, ils devront affronter des créatures qui ne peuvent être appréhendées par l'esprit humain.
Anthropic envisage de lui dire maintenant, mais rejette l'idée, estimant qu'il est plus important que Lee devienne d'abord assez fort. Plus tard, notre jeune homme se rend à la zone de faille de rang E qui relève du groupe NG. Cette faille est actuellement scellée en raison d'un accident minier. Il remarque les gardes, 1 de rang B et 3 de rang C, se tenant devant la faille. Il ne croit pas que NG engagerait des gardes aussi avancés simplement pour surveiller une faille de rang E. Avec son pouvoir actuel, il sait que combattre ces gardes est au-delà de ses capacités. Anthropic devient curieux de la situation, se demandant pourquoi une protection si importante existe autour d'une faille de bas niveau. Lee révèle que cet endroit cache la vérité sur la mort de ses parents. Il se souvient du moment où il est allé au groupe NG chercher des réponses. Au lieu de la vérité, ils ne lui ont offert que plus d'argent en guise de compensation. Il n'y a pas touché car ce qu'il voulait, c'était la vérité. Le directeur a même tenté de le bousculer, affirmant que ses parents étaient décédés lors d'un accident sur le site, mais Lee leur a rappelé que ses parents étaient des évolueurs de rang C, ils ne pouvaient pas mourir dans un simple accident. Il a exigé qu'on le laisse pénétrer à l'intérieur pour vérifier, insistant sur la possibilité qu'il soit encore en vie. Le groupe NG lui rappelle que la zone de faille est imprévisible et extrêmement dangereuse, même pour des rangs C. Il proteste de nouveau, soutenant que même s'il y a des monstres, ils ne sauraient être plus puissants que des rangs E. Un des hommes de main est sur le point de le frapper, l'accusant de ne vouloir que plus d'argent, quand le président du groupe NG, Ning Dongao, arrive et met fin à la violence. Le président offre 200 000 à Li Yi en guise de compensation, disant que cela l'aidera. Mais Li Yi refuse l'argent, il ne veut que la vérité. À ce moment-là, le président promet d'enquêter sur l'affaire et Li Yi le croit. Ce qu'il ignore, c'est que bientôt il sera piégé dans des travaux forcés car en remboursement de la dette de ses parents. Anthropic fait remarquer que c'est la même chose partout. Sans force, toutes les créatures ne peuvent que se soumettre. Il dit à Lee de ramasser plus d'éclats au lieu de perdre son temps, l'attirant avec l'idée qu'une fois qu'il sera assez fort, la vérité lui appartiendra. De multiples pensées tourbillonnent dans l'esprit de Lee, son statut de rang E qui ne lui donne pas l'avantage de former un groupe, et son doute quant aux intentions d'Anthropic. Son ombre promet de le rendre de rang S, mais Lee n'y croit pas beaucoup. Anthropic lui ordonne de se taire, disant qu'il voit son potentiel, c'est la seule raison pour laquelle il prend la peine de l'entraîner. Lee lui fait remarquer, avec des involtures, qu'il n'a rien dit, sans se douter qu'Anthropic est capable de lire ses pensées. Irrité, il le qualifie de véritable fléau. À cet instant précis, une invitation à une mission apparaît devant lui. Après avoir pris connaissance de l'invitation à la mission, il se rend directement au secteur chimique, une zone de faille de rang D. Le responsable se plaint de son arrivée tardive, et il s'excuse en expliquant qu'il venait de très loin. L'instant d'après, il aperçoit un visage familier, l'oncle Hao, qui le reconnaît immédiatement et est ravi de le revoir après 5 longues années. Pendant ce temps, les autres combattants évolués de rang C ne sont pas du tout contents, grommelant de devoir attendre un simple mineur. Le manager explique que cette mission implique des opérations minières, quelque chose qu'il ne souhaite pas confier aux plus expérimentés. Un des combattants, impatient, réclame un briefing détaillé concernant la mission. Le client les a chargés de pénétrer la faille et d'en extraire 60 kg de cristal froid. Voyant la situation, notre garçon calcule que l'embauche de 3 combattants avancés de rang C juste pour une faille de rang D est suspecte, sans compter qu'aucun d'entre eux ne semble particulièrement amical. Il sent aussi une autre présence de rang C près du portail, probablement Easy, un mercenaire. Pendant ce temps, Blood Panther regarde son téléphone, ses yeux brillants de soif de sang, alors qu'il imagine chasser chacun d'entre eux, y compris notre garçon. Au bout d'un moment, ils entrent dans la faille. Oncle Hao lui demande pour sa combinaison de protection, et il répond qu'il n'en a pas besoin puisqu'il est un avancé. À ces mots, l'un des évolués ricane, se moquant de lui, le traitant de roi des ordures, qui ne se distingue que parmi les mineurs. Oncle Hao le prévient de ne pas mordre à l'hameçon, et il lui assure qu'il ne fera rien. À mesure qu'il s'enfonce, il remarque quelque chose d'étrange. La végétation, en effet, semble avoir été délibérément arrangée par des mains humaines. Non seulement cela, mais il perçoit également un grand danger qui rôde tout près de lui. Il ressent aussi une énergie puissante, celle de Blood Panther sans aucun doute, qui ne peut plus se contenir. En regardant autour de lui, il constate que le mercenaire voisin a dû ressentir la même chose. Il se demande si le mercenaire se dissimule pour les épier ou si quelque chose d'autre est en train de se produire. Les combattants arrogants l'exhortent à accélérer le pas, ce qu'il accepte. Notre garçon, cependant, a l'intention d'utiliser les environs à son avantage et d'enquêter. Il demande à Oncle Hao de le serrer fort et fonce à une vitesse incroyable, déroutant les combattants. L'un d'eux essaie de l'arrêter, mais un autre le retient, l'avertissant qu'il affrontera le danger seul sinon. Pendant ce temps, Blood Panther observe les combattants évoluer, pensant à la facilité avec laquelle ils pourraient être manipulés. Un combattant sent quelque chose de dangereux, mais leur chef les console, affirmant que la mission n'est qu'un rendez facilement gérable. Un autre combattant se souvient d'une sensation d'être observé et remarque l'aura sinistre grandissante. Avant que le chef ne puisse les raisonner, la panthère de sang apparaît silencieusement derrière l'un des combattants et le piège. Les deux reculent, saisis par la stupeur, reconnaissant immédiatement la menace. Ils le supplient de parler, mais Blood Panther abat leurs camarades de sang-froid, ne les voyant que comme de simples nuisances au sein du gang noir. Provoqué par cet acte, l'un des frères restants se jette sur lui, ignorant les protestations des autres. Son corps est instantanément pris au piège par les fils de Blood Panther et il est tué sur le champ, raillé par son ennemi, sans pitié. Cette menace démente ordonne aux frères restants de s'enfuir, savourant visiblement l'expression terrifiée sur son visage. Après avoir mis de la distance entre lui et les frères, notre homme demande à Oncle Hao de se reposer un instant. Oncle Hao est perplexe face à son acte d'abandonner les frères. Au lieu de répondre, Lee demande s'il aurait offensé une faction quelconque ces derniers temps.
Oncle Hao répond qu'il n'est qu'un simple mineur et qu'il n'a rien fait de la sorte. Li Yi révèle que cette mission a été orchestrée pour les tuer tous. Oncle Hao devient de plus en plus craintif en entendant cela et notre homme le presse de révéler tout ce qu'il sait. À ce moment-là, le frère survivant l'interrompt, l'accusant de tout savoir mais de ne rien leur avoir dit, ce qui a coûté la vie à ses frères. Se levant de sa place, Li Yi nargue le frère, disant que révéler le cerveau ne ferait que le rendre utile. Le combattant ne comprend pas et Li Yi pointe son coup, signalant qu'il est sur le point de mourir. Blood Panther le trouve intéressant car il a prédit ses mouvements. Li Yi ne perd pas de temps et active son œil d'ombre ultime. Voyant la mort devant lui, Oncle Hao supplie immédiatement pour leur vie, insistant qu'ils ne sont que des mineurs. Panthère de sang admet qu'il ne les a jamais croisés, mais il y a quelques jours, ivre, il a laissé échapper qu'il connaissait un secret à leur sujet. Oncle Hao promet qu'il ne le révélera jamais. Activant son pouvoir, Panthère de sang déclare que seul un mort peut garder un secret, puis il attaque Oncle Hao. Notre garçon est prêt, son pouvoir monte en flèche tandis qu'il brandit des lames dans ses deux mains. Blood Panther déploie ses fils partout, admettant qu'il n'aurait jamais cru que quelqu'un comme Li Yi ait des compétences assez fortes pour abattre quelqu'un comme Zhuo. Il s'apprête à le griffer, reconnaissant que Li Yi possède la seule compétence capable de vaincre Zhuo. Blood Panther lacère notre garçon, mais Li Yi a activé son amélioration d'ombre. Il esquive sans effort, rendant l'attaque totalement inutile car la panthère de sang est bien trop puissante pour qu'il puisse même la bloquer de front. La panthère de sang frappe de nouveau, projetant Li Yi au loin. Désespérément, Li Yi intime à Oncle Hao de rester en retrait, réalisant qu'il doit absolument changer de tactique puisque les attaques rapprochées le désavantagent grandement face à son adversaire. La panthère de sang déclare qu'ils mourront tous les deux, ce que Li Yi conteste immédiatement. Il déploie son ombre ultime, métamorphosant son arme en poignard. Les poignards s'envolent en direction de Blood Panther qui les intercepte avec une provocation moqueuse. Li Yi saute en l'air, les lames levées. Blood Panther admet à contre-cœur que Li Yi est doué pour un mineur, mais il insiste qu'en brisant son épée, Li Yi n'est encore que de rang E. L'instant d'après, le sol se fissure sous les pieds de Blood Panther et un mercenaire lui tend une embuscade. L'ombre souple et sinueuse de Li Yi immobilise Blood Panther, qui comprend que sa grande maîtrise du combat rapproché va lui être fatale. En un instant, il est abattu. En voyant un combattant de rang C se faire tuer par son ennemi, il ressent une vive inquiétude, car il est bien plus faible que cet adversaire. Sachant qu'ils n'ont absolument pas le choix, il prend la main de l'oncle Hao, se concentrant uniquement sur leur fuite de la zone. Blood Panther refuse cependant de croire qu'ils puissent un jour s'échapper. Un peu plus loin de là, il s'occupe des blessures de l'oncle Hao, avec l'intention de l'aider à s'évader pendant la nuit. L'oncle Hao l'exhorte à fuir seul, insistant sur le fait qu'il n'est plus qu'un fardeau à présent. Ensuite, il demande la raison pour laquelle Panthère de sang le chasse, car cela doit être lié à un secret. Oncle Hao admet discrètement qu'il connaît la vérité derrière la mort de ses parents, ce qui déclenche inconsciemment son énergie d'ombre. Désespéré de connaître enfin toute la vérité, il fait pression sur l'oncle Hao. L'oncle Hao commence à expliquer qu'il n'était pas certain au départ, mais que la venue de Blood Panther à sa poursuite confirme ses soupçons. Quelque chose ne va pas avec Qishi Hao. Son père lui avait également révélé avant sa mort que cet homme devait mener des expériences dangereuses dans la zone minière. L'accident est survenu quelques jours plus tard, entraînant la mort de ses parents, et Qishi Hao les a accusés d'avoir volé du minerai. Il est furieux que personne ne l'ait informé plus tôt. L'oncle Hao admet qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi, car il avait une famille à charge. Li Yi l'accuse d'avoir laissé la vérité lui échapper, et l'oncle Hao confesse que la pression de sa culpabilité l'a contraint à boire et à révéler la vérité, ce qui a finalement conduit au désastre. L'instant suivant, la panthère de sang réapparaît avec ses fils mortels, piégeant oncle Hao et terrifiant Li Yi. Juste avant de mourir, oncle Hao implore le pardon de Li Yi. La panthère de sang, reconnaissant Li Yi grâce à ses parents, déclare qu'il va l'envoyer les rejoindre dans l'au-delà. Un affrontement éclate entre les deux adversaires. Blood Panther, désireux de faire couler le sang de Li Yi, se jette à l'attaque, mais Li Yi lui rappelle que sa toile d'araignée n'est pas du tout invincible. Il dégaine sa grande épée grâce à sa capacité de métamorphose d'ombre, attendant patiemment le moment parfait. Quand Blood Panther attaque imprudemment, Li Yi rompt les fils, le prenant complètement au dépourvu. Blood Panther réalise alors son erreur. Épuisé, Li Yi se demande s'il a atteint sa limite. Blood Panther admet que, l'espace d'un instant, il a eu vraiment peur. Sans ses capacités de rang E, il aurait été vaincu. Il piège à nouveau Li Yi avec sa toile d'araignée et le défie de le tuer. Quand Li Yi le fusille du regard, Blood Panther se moque de lui, affirmant qu'il le tue du regard. Voir la détermination dans les yeux de Li Yi excite Blood Panther, et il décide de le provoquer davantage. Il révèle sombrement que Huo avait raison à propos des expériences, mais que ses parents ne sont pas morts dans un accident, mais de sa propre main. Le visage de Li Yi se fige sous le choc. Panthère de sang ajoute nonchalamment que le père de Li Yi avait le même regard en déchiquetant sa mère, riant du souvenir avec une joie psychotique. Li Yi brûle de rage, sa puissance monte en flèche. En un instant, les fils de soie d'araignée autour de son corps se consument. Il fusionne avec son ombre, se levant de sa place, entièrement résolu à tuer Blood Panther. Anthropique observe la situation et réalise que sa prédiction s'avère juste. Notre gars peut canaliser la haine pour alimenter l'énergie d'ombre qui circule dans ses veines. Le système l'informe immédiatement que l'activation de son énergie d'ombre crée une surtension massive et il détecte son énergie d'ombre interne avant de commencer les corrections. L'ajustement de niveau se termine avec succès, l'élevant au rang C avec une amélioration d'ombre. Avec cela, une nouvelle compétence s'éveille en lui, saut de l'ombre,
qui permet à son corps de glisser dans n'importe quelle ombre et d'émerger de toute autre ombre connectée. Son adversaire remarque que ses blessures ont complètement disparu et se demande s'il possède des capacités de guérison. La panthère de sang explique avec satisfaction que la proie devient la plus intéressante lorsqu'elle se débat aux portes de la mort, puis il déchaîne son énergie vers elle. Lee répond en se demandant qui est la véritable proie au milieu des ombres, avant d'apparaître soudainement derrière Blood Panther, utilisant sa nouvelle capacité. Ce mouvement inattendu choque son ennemi, qui ne peut comprendre comment sa force a pu augmenter si drastiquement en si peu de temps. Blood Panther reconnaît être impressionné par sa vitesse, mais il se retourne immédiatement, déclarant qu'une telle rapidité reste insuffisante pour le tuer. Depuis les airs, Lee active sa métamorphose d'ombre, les sèmes de Dax Volanté, et lance l'attaque vers le bas, suggérant à son adversaire de tenter de maîtriser cette technique. Son ennemi répond avec une confiance inébranlable qu'esquiver de tels mouvements ne représente aucun défi pour quelqu'un de son calibre. Il active ensuite Bond de l'ombre et Orage éclair, ce qui lui permet de se téléporter en utilisant le bond de l'ombre sur une arme lancée. Il se demande si Blood Panther sera capable de gérer cette nouvelle approche, tandis qu'il réduit la distance pour une attaque directe. Blood Panther réitère son dédain initial, affirmant que ses faibles dagues ne peuvent même pas percer sa défense. Notre jeune homme recule et précise que percer la défense n'a jamais été son intention. Il explique qu'il ne peut pas maintenir à la fois l'attaque et la défense simultanément. Parce que la vitesse à laquelle il contrôle ses fils de sang ne peut pas égaler sa vitesse de réaction, cette faiblesse s'avérera fatale. Blood Panther crie d'incrédulité alors que Lee l'attaque de multiples directions avec une vitesse incroyable. Il trouve ce développement impossible à accepter, tandis qu'il saigne et s'effondre à genoux, luttant pour comprendre comment il a pu perdre face à quelqu'un de si jeune. Notre jeune homme se dresse fièrement devant son adversaire vaincu et exige la vérité concernant l'accident minier survenu il y a des années. Une dague pointée au-dessus de la tête de Blood Panther, l'homme blessé commence à révéler des informations sur sa mère, mais sa patience s'amenuise avant qu'il ne puisse terminer. Un coup rapide de l'épée de Lee tranche le bras de Blood Panther, l'envoyant voler tandis que l'homme hurle d'agonie. Il avertit que sa patience a des limites et exige des réponses. Blood Panther révèle que Kui Shihao avait tout planifié et que son père était tombé sur les expériences secrètes de Kui, et craignant d'être découvert, Kui a fait éliminer les deux parents et a mis en scène l'incident minier comme couverture. Cette révélation écarquille ses yeux tandis qu'il assimile la vérité choquante. Blood Panther poursuit, soulignant que maintenant, il connaît l'implication du groupe NG et se demande si cette connaissance l'effraie ou brise sa détermination et lui conseille de le relâcher. Notre homme l'interrompt aussitôt et s'en va, jurant qu'aucune des personnes responsables du meurtre de ses parents n'échappera à sa vengeance. Plus tard, au quartier général du groupe NG, Lee se dissimule et observe silencieusement Kui Shihao, tandis qu'un subordonné l'escorte jusqu'à sa voiture. Anthropique met en garde Lee, lui rappelant que malgré son passage au rang C, il ferait mieux d'éviter de s'exposer inutilement à la mort, car il devrait être capable de sentir la présence d'un combattant avancé de rang A tout près. Il reconnaît bien connaître Ning Donghao, le président du groupe NG et un combattant de rang A de niveau avancé, qui se trouve également dans la même voiture. Il rassure son ombre, lui affirmant qu'il n'agirait pas de manière aussi imprudente que d'attaquer Kui sur le champ. Lee survole la scène, expliquant qu'il ne peut accorder une confiance absolue aux paroles de Panthère de sang sans une enquête plus approfondie. Il doit déterminer si cette affaire concernant ses parents était une décision personnelle de Kui ou si l'ensemble du groupe a participé à cette conspiration. Notre garçon espère que Ning ne soit surtout pas impliqué car quel que soit son statut de rang A, les dettes de sang doivent être payées par le sang. Le système affiche son statut actuel, il est de rang C avec des capacités incluant la base de connaissance de l'ombre, la morphologie de l'ombre illimitée, les yeux de l'ombre, l'amélioration de l'ombre de niveau 2 et le bond de l'ombre. Il suit la voiture en se cachant jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Il remarque qu'ils sont arrivés à l'entrepôt du gang de la Panthère Noire, ce qui le fait se demander ce qui amène Kui ici au milieu de la nuit. À l'intérieur de l'entrepôt, la Panthère Noire ordonne à ses subordonnés de tout manipuler avec précaution car tous les articles sont des équipements expérimentaux. Pendant que les ouvriers déplacent le matériel, Kui s'enquiert du statut de l'ancien mineur Hai-Wu. Son associé rapporte que Blood Panther a disparu et que le portail d'un autre monde qu'il a utilisé pour s'infiltrer a également disparu, rendant impossible de confirmer s'il est vivant ou mort. Kui exige une explication pour cette confusion, soulignant que Blood Panther avait le statut de rang C. Son subordonné suggère que Blood Panther a probablement sous-estimé son ennemi, notant que 4 combattants avancés de rang C sont morts durant cet incident. Kui leur ordonne de déplacer le matériel sans délai afin d'éviter toute complication due au retard, insistant sur le fait que l'expérience a atteint un stade absolument critique où la moindre erreur est inacceptable. La Panthère Noire demande si l'argent a été préparé comme demandé, ce qu'il confirme. Notre gars reste caché derrière une boîte, entendant toute cette conversation et pensant avec colère que Kui Shihao avait vraiment tout orchestré. Sa rage commence à monter, mais soudain la Panthère Noire sent quelque chose d'inhabituel et demande qui pourrait rôder dans les parages. Lee s'éloigne rapidement de sa cachette, car la caisse derrière lui prend feu. Black Panther se demande ce qui a bien pu se passer. Bien que ce fût peut-être son imagination, il avait pourtant distinctement ressenti une vague d'intention meurtrière quelques instants auparavant. Il se dissimule derrière une autre pile de carton, prenant conscience de la proximité de sa découverte et reconnaissant que sa force de rang C est encore insuffisante pour ce dont il a réellement besoin. Pendant ce temps, devant l'entreprise du groupe Qin appartenant à Qin Shaoshang, le président de la 3e rue de Longmen, Li Yi se tient à l'extérieur du bâtiment.
Shadow s'interroge sur la raison de sa présence ici dès la première heure ce matin, au lieu de chercher des missions disponibles. Lee Yi explique qu'il doit absolument retrouver le troisième fragment et établir la véritable valeur de l'arme. Une réceptionniste s'approche de lui avec courtoisie, lui proposant son aide. Lee Yi l'informe qu'il est à la recherche de Qin Si-in et elle lui demande alors s'il a bien pris rendez-vous. Derrière eux, un couple passe et la jeune femme jette un regard à Lee Yi avant de s'approcher de lui avec un air de dédain. Elle fait remarquer qu'un pauvre mineur comme lui ne peut pas simplement entrer dans cet endroit à sa guise et le critique d'avoir prononcé le nom de la jeune demoiselle aînée si directement. Lee Yi la reconnaît comme Su Cheng. Son compagnon Qin lui fait remarquer que ce misérable empeste l'air et se demande pourquoi personne ne l'a pas encore mise à la porte. Son attitude arrogante irrite profondément Lee Yi, qui se demande si c'est bien là l'hospitalité de la troisième rue. La jeune femme rétorque que l'hospitalité est réservée aux invités, pas des misérables comme lui, ajoutant qu'il n'a même pas les qualifications pour servir de chien de famille à leurs serviteurs. Lee Yi se demande si tous les membres de la famille Qin se comportent avec une telle arrogance et décide qu'il est désormais inutile de contacter Qin Si-in. Il annonce son intention de partir, mais elle lui barre le chemin, déclarant qu'il ne peut pas simplement s'en aller. L'homme ordonne à ses gardes de le mutiler et tous se précipitent vers Lee Yi. Lee Yi active le pas de l'ombre et repousse tous les gardes avant d'attraper Qin par la gorge et de le soulever. La jeune fille prend peur et avertit Lee Yi de relâcher le jeune maître ou d'affronter la colère de la famille Qin. Lee Yi jette Qin vers elle, expliquant qu'il les épargnera aujourd'hui pour l'amour de Qin Si-in. Qin libère son énergie de feu en hurlant de rage, exigeant de savoir qui il se prend pour. Il fonce sur notre gars par derrière, jurant de le tuer immédiatement. Il jette un coup d'œil en arrière, se préparant à contre-attaquer, mais un homme intervient et leur ordonne à tous les deux de s'arrêter. Qin Si-in surgit derrière lui, commentant qu'il a un culot considérable de causer des problèmes au groupe Qin. Le jeune maître déclare bruyamment que Lee Yi est fini pour avoir osé causer des problèmes chez eux, avertissant que son cousin ne laissera jamais passer ça. La jeune fille ne bronche même pas et ordonne à ses gardes de le jeter dehors. Il soutient que cette punition est trop légère et propose de casser les bras et les jambes de Lee Yi à la place. À ce moment-là, un subordonné l'attrape par derrière. Il crie sous le choc, exigeant de savoir pourquoi elle attaque sa propre famille. Sa petite amie explique que notre garçon n'a fait que prononcer son nom et que le jeune maître a cherché la bagarre pour défendre son honneur. Elle précise que Lee Yi est son ami et qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il prononce son nom. Elle ordonne ensuite que tous les gardes arrogants et sa petite amie soient jetés dehors, s'assurant qu'ils ne seront plus jamais embauchés. Alors qu'elle est traînée, la jeune fille crie désespérément, se disant la petite amie du jeune maître et le suppliant de la défendre puisqu'elle lui a tout donné. Xi-in se tourne alors vers son cousin et le prévient de ne plus recommencer. S'il ose encore utiliser le nom de famille pour tromper les gens, elle ne lui pardonnera pas. Il baisse la tête et accepte rapidement. Après cela, elle se tourne vers notre amie, étonnée de le trouver là, et l'invite à entrer. Elle s'excuse pour les ennuis causés par quelqu'un d'une branche éloignée de sa famille. Lee Yi hausse les épaules, disant que chaque famille a des gens comme ça. Elle le conduit ensuite à l'intérieur. Un serviteur entre, l'informant que le président Qin souhaite la voir. Elle s'excuse auprès de Lee Yi et lui demande de patienter un instant pendant qu'elle s'en occupe. Lee donne son accord et lui dit de continuer. Elle s'en va avec son subordonné, lequel précise que le président n'a fourni aucune explication, mais a exigé sa présence immédiate. Soudain, une petite explosion retentit et quelqu'un s'avance en demandant qui est Lee Yi. Lee Yi utilise son œil d'ombre ultime pour l'examiner et constate que l'homme est un combattant de rang A, doté de deux compétences. L'œil de dissuasion, qui provoque la peur et entrave les mouvements, et le tonnerre furieux, qui amplifie la puissance de la foudre et les statistiques des ennemis. Lee Yi se rend compte que cet adversaire est dangereux. Il reste respectueux, déclarant qu'il doit y avoir une erreur puisqu'il n'est qu'un mineur, mais il trouve l'attaque mentale dégoûtante et son renforcement d'ombre n'y peut rien. L'homme semble choqué quand son œil de dissuasion ne parvient pas à effrayer Lee Yi. Doutant qu'il ne soit qu'un simple mineur, l'homme libère une puissante décharge d'énergie directement sur lui. Le coup l'atteint de plein fouet, mais Lee Yi ne bronche pas le moindre tressaillement. L'homme le fixe, incrédule, réalisant avec stupeur que seul quelqu'un de rang B au minimum aurait pu supporter un tel choc. Il exige alors que Lee Yi avoue sa véritable raison de se faire passer pour un mineur et d'essayer de se rapprocher de Xi-in. À cet instant, Xi-in surgit, attrape l'oreille de l'homme et l'interpelle. Elle le réprimande d'avoir maltraité son ami et l'entraîne. Qin Shaoshang adoucit sa voix, lui disant de respecter son père face aux invités. Elle rétorque qu'un homme sans dignité ne mérite aucun respect et lui ordonne de laisser son ami tranquille. Lee Yi réalise que ce doit être Qin Shaoshang, le responsable de la 3e rue de Longmen. Elle se tourne vers notre jeune homme et s'excuse, avouant qu'il se méfie toujours de ceux qui s'approchent de sa fille. Il répond calmement que c'est tout à fait normal pour un père de s'inquiéter pour son enfant. Seon l'invite ensuite à rentrer. Elle remarque qu'il semble bien connaître son père et Lee Yi répond que c'est difficile de ne pas le faire. Dehors, à travers la fenêtre, Qin Shaoshang les observe attentivement, absolument persuadé que ce jeune homme porte un intérêt certain à sa propre fille. L'ayant élevé sur le tard, il ne peut absolument pas accepter que quiconque vienne la lui arracher. Ses pensées s'échappent alors à voix haute, ce qui exaspère Seon au point de lui demander de s'en aller. Plus tard, il s'assied face à Seon. Elle lui tend une carte avec 5 millions dessus, expliquant que le matériau de la grande épée était spécial, donc le client décidera du prix final après évaluation. Lee Yi dit que c'est bien, mais ajoute qu'il est en fait venu pour autre chose. Il lui montre un fragment et lui demande si elle sait où en trouver d'autres. Elle l'étudie et explique que ces étranges fragments d'une autre dimension étaient autrefois très courants, mais que quelqu'un les a tous rachetés ces dernières années, les rendant extrêmement rares. Elle lui suggère de vérifier la vente aux enchères de Longmen 3rd Street, où il pourrait en trouver un. Notre gars la remercie. Intropique lui chuchote, se demandant si cela a un lien avec les gens qu'ils ont rencontrés précédemment. Quelqu'un est en train de rassembler les fragments. Ailleurs, un subordonné fait son rapport à son supérieur concernant Lee Yi.
disant que le mineur de 20 ans n'avait été classé ascendant de rang E qu'il y a quelques jours. Aucune énergie spéciale n'a pu être détectée dans son corps, il a donc toujours été traité comme une personne ordinaire. L'homme, le président Shin, écoute et réfléchit à voix haute que passer du rang E au rang C en si peu de temps est vraiment suspect. Soit il a toujours caché sa force, soit quelque chose d'inhabituel est arrivé récemment. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, son téléphone sonne. Il répond, reconnaissant une vieille connaissance. L'appelant Huo ne perd pas de temps et demande s'il reste encore de ces grandes épées que sa fille avait envoyées. Le président admet qu'il n'en est pas sûr et s'interroge sur l'urgence. Huo le pousse à vérifier rapidement, promettant de prendre autant qu'il y en a de disponibles. Le président ricane, soulignant que pour un vieux renard comme lui, montrer un tel intérêt doit cacher une raison plus profonde. Huo ne donne pas de détails, révélant seulement que le matériau de l'épée pourrait renforcer la force globale de leur armée. Cette pensée persiste dans son esprit. La force de Li est déconcertante, son passé est obscur, et même les armes qu'il produit semblent extraordinaires. Rien chez lui n'est facile à cerner. Pendant ce temps, ailleurs, il est lui-même perdu dans ses pensées. Entouré de biens et de matériaux divers, il soupçonne que des fragments cachés pourraient bien s'y trouver. Tandis qu'il réfléchit, le même couple agaçant, tout près de lui, attire son attention. Son ex, cette femme avide qui travaillait autrefois pour Shintang, s'accroche de nouveau à Joe. Elle lui explique qu'elle n'a désormais plus aucun lien avec Shintang, puisqu'elle a même démissionné de son poste à la corporation Shin pour l'éviter. Joe la serre contre lui, déclarant qu'il prendra soin d'elle à partir de ce moment. Elle se blottit dans ses bras, le remerciant d'être si bon avec elle. Joe la remercie avec un sourire fier, mais son regard se tourne vers notre mineur, l'irritation traversant son visage. Il se demande si Blood Panther n'a toujours pas bougé. Joe s'avance, exigeant de savoir comment un simple mineur a réussi à s'introduire. Il lui rappelle leur précédente rencontre où il l'avait malmené sans le moindre effort. Libérant une vague de pression, Joe le prévient de garder ses distances. La tension monte jusqu'à l'arrivée de frère Bao. Il se moque de Joe, le traitant de déshonneur pour le gang des Black Panthers, puis il reporte son attention sur notre garçon. Il déclare que gifler son subordonné équivaut à insulter l'intégralité du gang. D'une main lourde posée sur son épaule, Bao lui intime l'ordre de s'agenouiller et de s'excuser, sa force étant telle qu'elle fait craquer le sol sous leurs pieds. L'homme ne bronche pas et lui répond que s'agenouiller ne se produira que dans les rêves de Bao. Les yeux de Bao se plissent d'étonnement, admettant qu'il n'avait pas anticipé une telle résistance de sa part. Joe grogne de frustration, le traitant de mineur bon à rien qui ne connaît pas sa place. Au même instant, Seon arrive avec son subordonné. Elle s'avance, rappelant à la bande que c'est la 3e rue de Dragon Gate. S'ils sont ici pour dépenser de l'argent, ils sont les bienvenus. Mais s'ils viennent semer le trouble, elle ne le tolérera pas. Ces paroles font reconsidérer Bao. Il recule, décidant de laisser l'affaire pour l'instant, et ordonne à ses hommes de se rendre à la vente aux enchères. Une fois que les choses se calment, Seon lui demande s'il va bien, et il la rassure en disant qu'il va bien. Bao, en partant, marmonne avec confusion sur ses origines et se demande comment il a pu se retrouver dans son entourage. Joe, toujours amer, révèle que ce mineur est celui qui a volé l'épée précieuse qui lui était destinée et a même osé se vanter d'avoir anéanti le gang de la Panthère Noire. Bao le saisit par le col, exigeant de savoir si c'est vrai. Shu insiste que oui. À ce moment-là, Kui arrive, demandant ce qui s'est passé. Bao explique que ce même garçon a été ciblé par la panthère de sang la dernière fois, et pourtant il est toujours en vie. Il le pointe du doigt directement, soulevant la possibilité qu'il ait pu être celui qui a tué le léopard de sang. Joe rejette rapidement l'idée, arguant qu'un faible de rang E ne pourrait absolument pas vaincre leur second. Pendant ce temps, notre homme étudie Kui attentivement, et il l'observe, se rappelant que ce visage ressemble au garçon chétif qu'il a connu autrefois, et il se demande comment un tel faible a pu se retrouver mêlé à Taisai. Notre garçon lui demande la raison de sa présence ici, et elle lui explique que son père a soudainement exigé de la voir. Elle lui assure également que rien ne se passera tant qu'elle sera là. Kui les remarque et admet qu'il ne s'attendait pas à croiser notre garçon à cet endroit. Il passe, faisant fi de l'attention, et expliquant qu'il n'est qu'un mineur forcé de travailler dans les mines pour payer une dette, donc il ne pourrait jamais se mêler aux personnes de haut niveau du groupe NG. Kui confesse que la décision concernant le cas des parents venait d'en haut, qu'il voulait aider mais n'avait aucun pouvoir, et que ses paroles ne signifiaient rien. Notre homme écoute, tandis que l'homme essaie de se laver les mains de ses responsabilités. Il le prévient aussi qu'il connaît la vérité grâce à une révélation de l'oncle Hao. Bao intervient, insistant qu'il doit être corrigé, mais Kui l'arrête, soulignant que ce secteur appartient à Qin Shaoshang et qu'un affrontement public serait imprudent. Il n'en demeure pas moins qu'il a franchi une ligne et que quelqu'un doit s'en occuper discrètement. Bao se met en action, promettant de régler cela immédiatement avec un sourire dangereux. Entre-temps, elle le conduit auprès de son père avant que la vente aux enchères ne commence. L'annonce de la soirée résonne dans toute la salle et elle lui dit de s'entretenir avec l'aîné pendant qu'elle observe la vente et lui fera signe si l'objet de son désir se présente. Il la remercie et avance, gardant un œil sur la foule. À l'intérieur, le président évoque l'arme qu'il avait commandée la dernière fois et demande s'il y en a d'autres. Il offre une somme importante pour tout rassembler. Notre jeune homme pense que le président semble vouloir spécifiquement cette arme du clan Anthropique, ce qui explique son empressement. Il décide aussi d'en garder un peu, sachant qu'étaler trop de pièces rares attirerait une attention dangereuse et ruinerait le prix. Discrètement, il dit qu'il en a trouvé un par hasard et 2 autres en stock. Les enchères débutent sur plusieurs lots. Le commissaire-priseur liste les numéros d'articles et les prix de départ, et la salle bourdonne.
avec des offres. Le cœur de notre garçon s'illumine quand un fragment apparaît sur la plateforme, preuve que ces étranges pièces d'un autre monde sont vraiment là. Il vérifie ses fonds et compte environ 70 millions, comptant là-dessus pour remporter le lot. Les premières offres montent lentement jusqu'à ce qu'un rival fasse grimper le prix. Notre gars mise 30 millions, cherchant à tâter le terrain, mais un autre acheteur surenchérit instantanément. Les chefs de gang murmurent et désignent du doigt, reconnaissant le concurrent comme une menace. L'un d'eux dépose une offre bien plus élevée et la pièce entière se fige. Notre jeune homme répond avec 60 millions, tentant de forcer la main et d'effrayer tous les autres. Xiao Sang fronce les sourcils et l'avertit que le prix est en train de devenir incontrôlable, lui disant de ne pas gaspiller cet argent tombé du ciel et que quelqu'un fait clairement monter les enchères exprès pour écraser ses rivaux. Notre jeune homme est agacé par cette ruse et réfléchit aux deux grands camps qui pourraient être le groupe Qin et le groupe NG, essayant de deviner quel camp a les poches les plus profondes. Le président Qin Shaoshang confirme que c'est son propre établissement, mais il se demande pourquoi il devrait leur fournir une quelconque assistance. Pendant ce temps, l'acheteur numéro 2 place une enchère de 70 millions et Kui observe attentivement depuis sa position. Li Yi réagit en pointant ses armes d'un seul doigt, ce geste les faisant apparaître instantanément devant lui. Qin Shaoshang accepte d'acquérir les deux objets au prix convenu précédemment, mais il avertit que la modeste somme d'argent que Li Yi détient ne sera pas suffisante pour finaliser cette transaction. Le président reçoit l'assurance que, puisque Li Yi a osé faire cette affirmation, il peut naturellement produire la quantité correspondante requise. Cela amène Qin à se demander si ce jeune homme possède en réalité bien plus d'armes qu'il n'y paraissait initialement. Tandis que l'enchère de 70 millions se poursuit, Xiyoun tire l'oreille de son père et le réprimande d'être si têtu pour une si petite somme d'argent. Elle promet de le rembourser si Li Yi ne peut pas produire ce qu'il prétend, et son père accepte à contre-cœur ses conditions. L'enchère de 70 millions approche de sa fin quand Xiyoun tire Li Yi en avant, l'exhortant à se dépêcher avant que cette mauvaise personne ne s'empare de l'objet. Li Yi se dit qu'il ne comprend vraiment pas le monde des ultra riches, où plus de 100 millions d'euros ne représentent qu'une simple monnaie. Il brandit son numéro d'enchère et crie 100 millions. L'acheteur numéro 9 vient d'offrir 100 millions quand Kui soudain surenchérit à 200 millions, pensant que ce fragment a une grande valeur pour le projet secret de leur groupe et qu'il doit l'acquérir à tout prix. Les enchères s'envolent rapidement. 300 millions, 400 millions, 500 millions. Le public commence à s'agiter d'excitation, se demandant si ces deux enchérisseurs ont perdu la raison. Les gens se demandent si ce fragment possède réellement une valeur aussi extraordinaire. Une fille suggère que ces deux grands dépensiers ne font que s'affronter et que leur querelle n'a absolument rien à voir avec la véritable valeur du fragment. Bao fait savoir à Kui que leur homme travaille manifestement contre eux, mais Kui écarte cette préoccupation, affirmant qu'il n'a pas les compétences pour constituer une réelle menace. Il fait ensuite une enchère stupéfiante d'1 milliard. Laissant tout le monde stupéfait. Xiyoun déclare que Kui les provoque tandis que Li Yi sent que quelque chose cloche. Vu la personnalité de Kui, il ne gaspillerait absolument jamais autant d'argent sur un coup de tête, à moins que quelque chose d'extrêmement important ne soit en jeu. Qin Shaoshang s'approche par derrière et avertit Li Yi de bien réfléchir. L'offre a déjà atteint 1 milliard et il doit sérieusement se demander s'il peut réellement produire autant d'armes. Xiyoun rappelle à son père qu'elle a déjà promis de couvrir tout montant manquant et le supplie de ne pas être un rabat-joie. Elle encourage ensuite Li Yi à enchérir rapidement et à ne pas laisser ce scélérat faire sa loi. Elle dépose une offre de 2 milliards, ce qui laisse tout le monde complètement sous le choc. L'hôte annonce que l'acheteur numéro 9 a misé 2 milliards, et Bao jure, se demandant où ce gamin a bien pu acquérir une telle somme d'argent. Kui réalise alors que ce doit être l'influence de Qin Shaoshang, car sinon, comment Li Yi aurait-il pu obtenir 2 milliards? L'hôtesse appelle pour la troisième et dernière fois, déclarant la fin des enchères et félicitant l'acheteur numéro 9 d'avoir remporté le fragment inconnu. Xiyoun adresse ses félicitations à Li Yi, qui se demande si elle a vraiment besoin de s'enthousiasmer autant pour cette victoire. Elle répond qu'elle aime simplement voir les mauvaises personnes se faire humilier. Qin Shaoshang commente qu'ils ont eu une guerre d'enchères plutôt divertissante, mais après avoir déduit le montant précédent, Li Yi doit encore produire plus de 70 armes d'une valeur équivalente au solde. Il se demande si Li Yi peut vraiment générer le nombre d'articles correspondant. Li Yi explique que les objets acquièrent de la valeur quand ils sont rares, mais lorsqu'ils sont trop nombreux, leur prix ne peut évidemment plus être évalué selon la norme précédente. Il claque des doigts, faisant apparaître instantanément des centaines d'armes tout autour d'eux. Il souligne que plus d'une centaine d'armes devraient amplement couvrir le coût de 2 milliards. Qin Shaoshang reconnaît que Li Yi est un jeune homme direct et franc, pensant que son tempérament et sa force sont tous deux excellents. Il se demande à quel point il serait avantageux que cette personne puisse travailler pour lui. Xiyoun rappelle à Li Yi de l'appeler la prochaine fois qu'il se passera quelque chose d'aussi amusant. Pendant ce temps, Qin Shaoshang pense qu'il vaudrait mieux que Li Yi ne s'implique pas avec sa fille. S'il reste indompté et qu'il lui vole plutôt sa précieuse fille, cela deviendrait problématique. Il dit à Xiyoun de rentrer avec lui, l'informant qu'il peut aller chercher son article acheté directement. Li Yi exprime sa gratitude au président pour son aide précieuse. Avant de s'en aller, Qin Shaoshang tient à donner quelques conseils à Li Yi. Bien qu'il dispose de méthodes que les autres ne connaissent pas encore, le groupe NG, lui aussi, ne devrait absolument pas être sous-estimé. Ce n'est pas une tâche que notre jeune homme peut gérer seul, et il est parfois indispensable de forger des alliances avec des partenaires qui poursuivent les mêmes objectifs. Si Li Yi se sent intéressé par une telle coopération, il pourra le contacter plus tard. À ce moment-là, Bao reçoit un appel téléphonique et confirme qu'il a bien compris la situation. Il informe Kui que le président et sa fille sont déjà partis et que la personne qui doit récupérer le fragment sera notre gars. Il commence à suggérer un plan, mais Kui l'interrompt, déclarant qu'ils passeront à l'action après que Li Yi aura quitté la 3e rue de Longmen pour éviter la sphère d'influence de la zone. Il insiste sur le fait qu'ils ne peuvent plus se permettre la
la moindre erreur. Bao le rassure, cette fois, il amène Joe et 3 experts de rang C, garantissant que l'opération ne échouera pas. En rentrant chez lui, notre garçon réalise quelque chose d'important. Xin Shaoshang a manifestement cherché à obtenir des informations le concernant. Le dernier commentaire qu'il a fait durant leur échange visait clairement à le rallier à une alliance. Il n'est pas opposé à une collaboration, du moment qu'il ne sera pas lié par un engagement formel. Anthropic flotte à ses côtés, lui faisant remarquer que le président détient actuellement le statut de rang A. Il lui explique qu'avec un nombre suffisant de fragments, l'accès au rang S devient tout à fait envisageable. Li Yi lui lance un regard plein de doutes, ce qui rend Anthropic très défensif quant à ce qu'il vient d'affirmer. Li Yi lui répond qu'il le croit, mais qu'il lui faut d'abord trouver un emplacement adéquat pour l'épreuve. Au fond de lui, il pense tout à fait différemment. Les chasseurs de rang S ne sont absolument pas courants, seuls 9 individus existent à travers le monde. Devenir l'un d'eux exige un effort et un talent véritablement exceptionnel. Il garde ses réflexions pour lui-même afin de ne pas agacer Anthropic. À cet instant précis, un fort crépitement attire soudainement son attention. En se retournant, notre jeune homme découvre son immeuble d'appartement entièrement la proie des flammes. Les gens s'enfuient en criant et en courant chercher refuge. Son téléphone vibre immédiatement, l'appelant l'informe d'un tuyau sur le gang Black Panther qui prépare une attaque. Il jette un coup d'œil au bâtiment en feu et fait remarquer que l'attaque a déjà commencé. Quelqu'un suggère de se mettre à l'abri en attendant les renforts, mais il refuse l'offre avec une grande assurance. Joe apparaît avec plusieurs membres de son gang, exigeant que notre gars s'agenouille et implore sa pitié. Il menace d'épargner la vie sans valeur de Li Yi, mais seulement s'il obtempère. Au lieu de céder à la peur, il libère sa puissante aura, faisant vibrer l'air tout autour d'eux. Il se moque de Joe d'avoir envoyé un si petit groupe pour l'affronter. Joe se vante d'avoir 3 véritables combattants de rang C, tout en rejetant Li Yi comme un simple mineur de rang E. Cela le fait sourire, tandis qu'il se demande pourquoi Panthère de Sang n'a pas réussi à l'éliminer s'il est vraiment si faible. Un subordonné se demande si Li Yi ne cacherait pas sa vraie force, mais Joe écarte cette inquiétude. Il insiste sur le fait que Li Yi n'est qu'un mineur ordinaire sans aucune expérience de combat. Croyant cette évaluation, un membre du gang fonce imprudemment. L'agresseur brandit son arme avec confiance, s'attendant à une victoire facile face à un adversaire sans défense. Cependant, il disparaît de sa position initiale juste au moment où le coup s'abat. L'arme frappe le sol vide à la place, laissant tout le monde sidéré. Li Yi réapparaît derrière l'attaquant confus et frappe avec son épée. Il confirme nonchalamment l'évaluation de Joe sur le fait qu'il est mineur, mais ses actions racontent une autre histoire. Les membres du gang se figent sous le choc, incapables de comprendre comment ou quand Li Yi a bougé. La peur s'insinue dans la voix de Joe alors qu'il ordonne à ses hommes restants d'attaquer ensemble. Il abat rapidement les 2 assaillants avant de saisir Joe à la gorge. Il demande pourquoi un gangster aussi coriace que Joe semble terrifié par un simple mineur. Joe se débat désespérément, suppliant d'être relâché tandis que Li Yi resserre son étreinte. Puisque Joe aime tant jouer avec le feu, Li Yi décide de lui donner exactement ce qu'il désire. Il projette le chef de gang dans l'immeuble en flammes. Alors que Joe s'écrase à travers les flammes, il hurle des menaces à propos du président Kui et de frère Panther qui viendront se venger. Le feu se propage rapidement sur ses vêtements tandis qu'il hurle de douleur. Li Yi promet calmement de les envoyer rejoindre Joe très bientôt. Xiyin se précipite pour vérifier s'il a été blessé pendant le combat. Il balaye son inquiétude en expliquant que traiter avec de tels laquais ne nécessitait qu'un effort minime. Elle s'enquiert de ses prochains plans et il confirme qu'il compte riposter puisqu'ils ont fait le premier pas. Xiyin lui offre son aide, ce qui surprend Li Yi. Quand il l'interroge sur ses motivations, elle explique son agacement de longue date envers le gang de la Panthère Noire. Leur attaque contre son ami a dépassé les bornes, d'autant plus que Li Yi représente l'une de ses rares amitiés proches. Ses joues rougissent légèrement en faisant cette confession. Li Yi accepte volontiers son amitié et son partenariat. Ensemble, ils décident de cibler en premier le gang de la Panthère Noire avant de s'attaquer à des menaces plus importantes. Xiyin le conduit vers une maison, expliquant que l'endroit reste vide la plupart du temps et qu'il peut choisir n'importe quelle pièce qu'il désire. Il désigne aussitôt une pièce, mais elle l'empêche vite d'entrer dans cet endroit précis. La pièce se révèle être remplie d'accessoires et de décorations très féminines, ce qui crée un désordre considérable. Il fait la remarque que tout y est très féminin. Tout a l'air, bien qu'il admette que l'espace lui semble étonnamment paisible. Elle fait remarquer à quel point il est étrange qu'une personne comme lui trouve de telles choses attrayantes, surtout vu son statut d'héritière de la Chen Corporation. Il répond que posséder de tels objets semble tout à fait normal pour n'importe quelle fille. Son commentaire suivant la prend au dépourvu. Il lui dit qu'elle est bien plus séduisante quand elle abandonne son attitude froide et distante habituelle. Le mot mignonne résonne dans son esprit car personne ne l'avait jamais décrite ainsi auparavant. Zeyan tente de l'approcher par derrière, mais il lui attrape le bras d'un geste désinvolte tout en continuant de rire. Quand elle lui dit qu'elle a faim tout en faisant appel à une sorte de pouvoir, il matérialise de nulle part divers ingrédients et lui explique que ses provisions d'urgence devront suffire pour le moment. Sa curiosité atteint son comble alors qu'elle se demande d'où venaient ces objets, se souvenant comment il avait de même produit une arme pendant la vente aux enchères. Il déclare simplement qu'il connaît la magie, ce qui la pousse à demander des leçons avec enthousiasme. Cependant, il lui suggère de rentrer chez elle d'abord, bien qu'elle se demande ce qui pourrait clocher. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, son père les regarde avec colère. Il se demande quel sortilège ce jeune homme a jeté sur sa précieuse fille, vu la rapidité avec laquelle leur relation s'est développée. Le fait que sa fille réside maintenant dans un endroit où même lui ne peut pas entrer le trouble énormément. Il remarque qu'elle n'a jamais bavardé si joyeusement avec lui dernièrement, et l'idée d'un homme et d'une femme seuls ensemble la nuit crée une ambiance malaisante dans son esprit.
Notre garçon sent la colère grandissante du père et la prévient que son père pourrait réellement lui faire du mal si elle ne rentre pas bientôt à la maison. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, il explique que l'endroit se trouve sur le territoire de la 3e rue de la Porte du Dragon, assurant leur sécurité face aux visiteurs indésirables. Il produit 3 fragments, un d'un minotaure de lave, un autre d'une panthère de sang et un 3e d'une vente aux enchères. Alors qu'il s'apprête à entreprendre quelque chose d'important, il exprime sa curiosité concernant le lien entre ces fragments et les portails dimensionnels qui surgissent apparemment de nulle part. Anthropique apporte des éclaircissements, expliquant que les 3 fragments ne sont en réalité que de petits morceaux de la porte de la prison alternative. Tous les portails dimensionnels de leur monde sont connectés à des fragments de cette porte. Alors qu'ils entrent ensemble dans le portail, notre garçon s'interroge sur la vraie nature des dimensions alternatives. Une fois de l'autre côté, Anthropique explique que ces créatures servent de prisonniers, précisant que ce que les gens appellent une dimension alternative fonctionne en fait comme une immense prison interdimensionnelle. Le concept d'emprisonnement trouble notre garçon, le poussant à demander plus de détails. Anthropique promet que la réussite des épreuves à venir lui révélera naturellement les réponses qu'il cherche. Une tour massive se dresse devant eux, qu'Anthropique présente fièrement comme la tour du firmament, à la fois son plus grand chef-d'œuvre et le terrain d'épreuve du jeune homme. Notre garçon examine l'étrange aspect de la structure, remarquant que le visage déformé d'Anthropique correspond à l'esthétique troublante de la tour. De grands tubes recouvrant le bâtiment semblent être faits du même matériau que certaines armes, ce qui le fait se demander si Shao Shang pourrait être intéressé par l'acquisition de tels objets. Anthropique lutte pour contenir sa frustration, pensant à la façon dont son âme pourrait se disperser si la colère l'envahissait, ne laissant personne se soucier de son sort. Lorsqu'on l'interroge sur les exigences de l'épreuve, il explique que la tour céleste, au total, contient 6 étages. Étant donné son niveau de force actuel, même vaincre le wyvern de l'ombre au premier étage serait déjà très impressionnant. Notre garçon aperçoit la créature et se demande si ce petit être draconique représente vraiment le redoutable wyvern de l'ombre. À ses yeux, cela ressemble davantage à un gecko qu'à un puissant dragon. Il tend nonchalamment la main vers la petite créature, faisant remarquer qu'attaquer une chose si petite, c'est comme s'en prendre au plus faible. Anthropique l'encourage à poursuivre ses rires, l'avertissant que son amusement ne durera pas beaucoup plus longtemps. Notre garçon appelle la créature une petite mignonne tout en la regardant droit dans les yeux. Soudain, une puissante explosion se produit, le surprenant complètement. La petite créature prend soudainement des proportions gigantesques juste sous leurs yeux. Le système affiche ces informations, un wyvern de l'ombre de Rancé, doté de capacités d'amélioration d'ombre qui augmentent sa taille, sa vitesse et sa force de 600%. Lee réalise que cette amélioration triple ses capacités d'ombre, bien qu'il note que sa version semble une imitation bon marché. Anthropique explique que sa constitution est inférieure aux capacités naturelles de son animal de compagnie. Quand le dragon s'approche de notre jeune homme, il refuse d'accepter cette prétendue infériorité. Il bondit, faisant remarquer que les corps plus imposants créent davantage d'angles morts que les adversaires peuvent exploiter. Fonçant vers la créature, il se positionne directement devant elle et découvre que l'amélioration de l'ombre crée des capacités défensives incroyablement solides. Anthropique se demande s'il retient sa véritable puissance, suggérant que ses faibles attaques ne font que chatouiller la bête au lieu de lui causer des dégâts. Lee active sa propre technique de renforcement d'ombre, mais Anthropique prévient qu'échouer à dompter cette créature signifie qu'il ne pourra pas avancer au-delà du premier étage. Malgré d'innombrables coups portés au wyvern, ses attaques le laissent complètement indemne. Anthropique observe que son utilisation du renforcement d'ombre montre un raffinement impressionnant et décide d'augmenter le niveau de difficulté. Cela informe le dragon qu'il doit avoir faim et suggère que Lee pourrait faire un délicieux repas. Le dragon ouvre ses mâchoires massives et s'avance vers lui de manière menaçante. Lee comprend à peine ce qui se passe, mais il esquive rapidement les crocs claquants. Il se demande si l'animal a reçu les vaccins appropriés, notant à quel point il semble enragé. Anthropique explique que ces mouvements vigoureux l'ont probablement fait paraître comme une proie appétissante pour reconstituer l'énergie de la créature. Frustré par ces tactiques déloyales, Lee se plaint que les combats devraient impliquer des compétences plutôt que des tentatives de dévorer les adversaires. Puisque la créature semble si affamée, il décide d'essayer une approche différente et sort plusieurs pilons de poulet de son inventaire. Il annonce sa technique ultime en projetant la nourriture vers le dragon désorienté. La bête attrape instinctivement un pilon dans sa gueule, ce qui lui offre l'ouverture dont il a besoin. Il canalise son énergie dans la nourriture et le dragon l'engloutit entièrement. Le système confirme le dressage réussi du wyvern de l'ombre et débloque les droits d'accès au premier étage. Anthropique marmonne à propos de la faiblesse prévisible du glouton pour la nourriture, tandis que le dragon retrouve sa taille normale après avoir dévoré le pilon. Une autre notification système apparaît indiquant que l'autorité de liaison et d'activation pour le portail de la prison alternative a été obtenue. Le jeune homme perplexe se demande ce que ces nouvelles autorités lui apportent réellement. Anthropique explique qu'après avoir été imprégné d'énergie, chaque fragment se transforme en un portail connecté à la prison alternative. Cela signifie que lier un fragment de la dimension alternative lui permet d'ouvrir des portails quand il le souhaite. Excité d'acquérir de telles capacités utiles dès le premier étage, il spécule que les récompenses des 5 étages restants doivent être encore plus précieuses. Anthropique est agacé par son attitude trop sûre d'elle après avoir franchi le premier niveau par la ruse plutôt que par la force brute. Décidant de lui donner une leçon d'humilité, Anthropique les transporte au deuxième étage où les gardes ne sont que des intendants et des serviteurs de la tour qui s'élèvent vers le ciel. Lee sent quelque chose de suspect dans cette explication et
s'inquiète de rencontrer une autre créature métamorphe. Un portail les emporte vers le haut, tandis que Lily remarque que l'animal du premier étage est déjà classé niveau C, ce qui signifie que le deuxième étage ne sera certainement pas simple. Anthropique le met au défi de regarder avant de prendre des décisions, et ils arrivent devant un portail immense. Affirmant que la zone ne présente aucun danger réel, Anthropique regarde Lily ouvrir la porte. Cependant, de multiples créatures puissantes les attendent à l'intérieur. Un roi serpent de foudre, une tortue hydro et un minotaure de lave, tous de rang C. Lily commente sarcastiquement en voyant cette collection de serviteurs soi-disant inoffensifs. Les créatures massives se préparent à lancer leur assaut, tandis que Lily réalise que l'entrée s'est scellée derrière eux. Le serpent se jette sur lui avec une intention mortelle, ouvrant ses mâchoires énormes tout en déclarant sa mission d'éliminer l'intrus. Il active rapidement bond de l'ombre suivi d'amélioration de l'ombre, utilisant l'incroyable accélération pour foncer devant tous les monstres d'un seul mouvement fluide. Il parvient à une porte, tout au fond, et la referme avec une violence inouïe, le souffle haletant pour confronter Anthropique sur sa tromperie. Anthropique insiste n'avoir jamais menti sur le fait que les créatures étaient des serviteurs, bien qu'il admette que les capacités de Lily restent plutôt faibles pour les gérer efficacement. Quand il demande à savoir à quoi pourrait bien servir un minotaure de la fondue, Anthropique explique calmement qu'il fournit le chauffage de l'installation. Notre garçon poursuit son questionnement sur le serpent roi du tonnerre, apprenant qu'il produit de l'électricité pour ses besoins en énergie. La tortue Hydro s'occupe apparemment du nettoyage des sols, tandis que les créatures des enfers gèrent diverses corvées et les tâches de levage lourd autour de la tour. Le système les alerte soudainement de l'approche d'une forme de vie de rang A, identifiant les arrivants comme Xiyin et son père. Lily se demande pourquoi ils viendraient à un moment si inopportun, bien que les circonstances les forcent tous dans une salle de réunion pour une discussion. Xiaosang a appris que Lily avait l'intention d'affronter directement le gang de la Panthère Noire. Lily confirme ce plan, expliquant que puisque Panthère de Sang a déjà commencé à le cibler, prendre des mesures offensives s'avère plus efficace que de rester sur la défensive. Xiaosang souligne que le gang de la Panthère Noire a provoqué la 3e rue de la Porte du Dragon à maintes reprises, mais qu'il s'est abstenu de riposter pour des raisons stratégiques bien précises. Il se demande si Lily comprend l'équilibre délicat qui l'empêche d'agir immédiatement. Notre gars identifie correctement la peur de perturber la structure de pouvoir actuelle comme la principale préoccupation. Xiaosang confirme cette évaluation, expliquant que Hai Cheng fonctionne selon un équilibre à 3 entre les grandes puissances. Wu Tianshu contrôle l'appareil politique de la ville en tant que seigneur de la cité, tandis que le groupe NG de Ningdong Hao domine le secteur économique. Xiaosang lui-même possède une influence significative dans les sphères politiques et économiques, bien qu'il se classe 2e par rapport aux deux autres dans leurs domaines respectifs. Bien qu'il méprise les années d'intimidation et de spoliation des marchands par le gang des Panthères Noires, il ne peut agir directement contre eux sans risquer de graves conséquences. Deux facteurs dangereux empêchent son implication directe. Premièrement, s'attaquer au gang de la Panthère Noire risquerait de pousser Ning et Wu Tianshu à s'unir contre lui. Deuxièmement, Ning et Xiaosang pourraient subir de très lourdes pertes durant ce conflit, ce qui permettrait à Wu Tianshu de s'emparer du contrôle absolu de Hai Cheng. Li se demande si cela signifie que le président Xiaosang refuse d'impliquer la famille Qin dans le conflit. Cependant, Xiaosang répond avec un sourire entendu, proposant que Li Yi et Xiyin forment une nouvelle faction spécifiquement pour gérer la situation du gang de la Panthère Noire. Réalisant les implications, Li Yi y voit une tentative de déclencher une guerre par procuration en les utilisant comme agents. Xiaosang loue sa rapidité de compréhension et expose l'arrangement. Il fournira les fonds et la main-d'œuvre, tandis que Li Yi et Xiyin exécuteront les opérations concrètes. Cette approche empêche les deux autres grandes puissances de réagir irrationnellement à l'implication directe de la famille Qin. Même si le plan échoue complètement, Xiaosang peut toujours servir de médiateur et assurer leur sécurité grâce à ses relations politiques. Li Yi exprime son étonnement de la rapidité avec laquelle le président Xiaosang a élaboré une stratégie si complète en une seule soirée. Pendant ce temps, les pensées intérieures de Xiaosang révèlent sa frustration face à la situation, se demandant quel sort Li Yi a jeté sur sa fille. Son père déplore silencieusement que l'insistance de sa fille à s'occuper du gang de la Panthère Noire aux côtés de Li Yi les contraint à agir dans cette affaire. Il évalue mentalement les implications financières, le fait de fournir de l'argent et des ressources, tandis qu'il risque de voir sa fille partir avec ce jeune homme constitue une perte irréparable de son point de vue. Son monologue intérieur envisage même de renvoyer Xiyin et de faire ligoter Li Yi pour le jeter loin de la ville. Li Yi remarque à quel point les pensées internes du président se lissent sur son visage, rendant la situation quelque peu gênante. Xiyin intervient pour faire avancer la conversation, interrogeant Li Yi sur ses prochaines actions prévues. Il explique son intention d'accepter des missions impliquant chaque portail dimensionnel public de Hai Cheng, devant visiter chaque lieu personnellement. Xiyin accepte de prendre les dispositions nécessaires pour ces missions. Les pensées de Li Yi s'assombrissent alors qu'il contemple comment s'unir à ces fragments annoncera le début de la fin pour le gang de la Panthère Noire, marquant leur mauvaise passe. Shein emmène Li Yi à la rencontre de ses combattants. Elle salue la foule et lui explique que ses membres ont réussi des tests rigoureux. Maintenant, ils appartiennent au gang de l'ombre et obéissent à ses ordres. Les chefs s'inclinent pour les accueillir tous les deux. Xiyin révèle que choisir des noms a pris une éternité, alors elle a opté pour le gang de l'ombre en raison de ses pouvoirs. Li Yi confirme qu'il est d'accord avec cette décision. Il observe les chefs et constate qu'ils sont tous des combattants de niveau C. Une telle équipe possède une véritable force. Li Yi remarque que tous se couvrent le visage. Il s'enquiert de la raison de cette décision. Xiyin explique que les visages cachés empêchent les ennemis de localiser leur famille. Elle ajoute que les masques sont également très esthétiques. Li Yi demande à consulter leur plan de bataille. Xiyin déclare qu'ils vont s'emparer du travail du gang de
la Panthère Noire. Désormais, tous les emplois bien rémunérés leur reviennent. Li Yi doute qu'ils puissent accomplir autant de travail. Xiyin apaise ses inquiétudes en promettant de ne choisir que les tâches rentables, car d'autres plans existent pour les emplois restants. Pendant ce temps, Bao enrage quand son employé lui apporte de mauvaises nouvelles. Des documents volent partout tandis qu'il les jette. Il hurle que le gang Shadow est en train de leur prendre leurs affaires. Bao ordonne une vengeance rapide contre ses nouveaux venus, son homme admet sa défaite face à eux. Bao agrippe le col de sa chemise, l'homme effrayé révèle que le gang de l'ombre amène 5 à 6 guerriers d'élite de niveau C à chaque fois. Le gang de la Panthère Noire ne possède que trop peu de membres de niveau C. Bao jure à propos de l'origine de cette équipe, il renvoie l'employé et lui ordonne d'acheter des permis d'expédition. Le coût n'a aucune importance si leur équipe participe à ses aventures. Son employé rapporte que des acheteurs inconnus ont déjà réclamé les places pour de futures expéditions. La fureur de Bao est à son comble. Il menace de graves représailles si cette fortune s'échappe. L'ouvrier s'enfuit en promettant la victoire. À ce moment-là, Li Yi et Qian se relaxent tranquillement dans leur base, discutant de leurs résultats. Qian met fin à son appel et met Li Yi au courant que le gang de la Panthère Noire a dépensé une somme considérable pour les inscriptions aux expéditions. Li Yi l'avait prédit car il n'abandonne jamais les occasions saisonnières rentables. Elle a besoin de plus de détails. Li Yi révèle des secrets du secteur minier. Les patrons de mines et les contremaîtres volent du minerai précieux et des matériaux rares toute la saison. Ils utilisent les plannings de réparation pour déplacer et échanger ces articles secrètement. Le gang de la Panthère Noire prend habituellement des contrats de mercenaires pour surveiller et voler ses trafiquants. Puisque personne ne signale la marchandise volée, les victimes restent silencieuses. Leur route étant désormais bloquée, ils dépensent naturellement de grosses sommes pour des billets d'expédition afin d'atteindre d'autres mondes. Xian doute que des billets aussi chers rapportent beaucoup d'argent. Li Yi admet que son plan est plus profond. Ses récents voyages d'intermonde avaient de plus grandes raisons. Li Hai ouvre un portail avec ses mains. Il révèle avoir balisé toutes les autres entrées de monde autour de Haicheng. Il peut maintenant créer instantanément de petites portes vers n'importe quel monde. Leur équipe va traquer les acheteurs de couteaux laissés passer d'expédition et repérer les membres du gang de la Panthère Noire. Le moment de l'attaque viendra après cela. Qian loue cette brillante stratégie. Li Yi exige la plus grande discrétion concernant ses capacités à voyager entre les mondes. Seules des personnes loyales peuvent rejoindre cette mission. Qian propose de participer car elle apprécie les aventures audacieuses. Li Yi sourit et accepte son aide pour leur frappe conjointe. Quelque part, un véhicule s'engage dans l'espace vide, transportant 2 ouvriers à son bord. Un ouvrier fait remarquer au vieux Wang que cette livraison est d'une grande valeur. Wang promet que chacun recevra sa juste part des bénéfices. De vives pierres acérées surgissent soudainement devant eux. Wang exprime sa gratitude au nom de tous, mais les avertit ensuite de rester vigilants. D'autres pics de pierre jaillissent du sol comme des lames tandis qu'il traverse la zone. Le conducteur descend et s'assure de l'intégrité de la cargaison. Un membre des Black Panthers fait son apparition et confirme que la cargaison est restée intacte. Cependant, il les met en garde contre des problèmes imminents et lance des dagues de pierre sur le groupe. Tout le monde se disperse tandis qu'il leur crie d'arrêter de courir car son divertissement vient de commencer. Li Yi arrive sur les lieux et propose d'être son adversaire à la place. Il active un mouvement d'ombre et lance une attaque. L'ennemi se plaint d'une interférence gâchant son plaisir. Li Yi fonce en avant en affirmant que le vol ne crée qu'un problème. L'homme réfléchit rapidement à utiliser ses pouvoirs de pierre, mais Li Yi le frappe au visage avec une force prodigieuse, le projetant contre la surface rocheuse. Le combattant vaincu interroge Li Yi sur son identité. Il prévient que tout mouvement hostile mettra en colère ses alliés proches qui n'auront aucune pitié. Li Yi répond en demandant s'il parle de ses combattants de rang D qui sont déjà tombés face aux membres de l'équipe de l'ombre. Cette révélation fait crier l'ennemi d'incrédulité. Qian apparaît et demande comment gérer ses ennemis capturés et s'ils doivent éliminer tout le monde complètement. Li Yi refuse cette approche car les tuer donnerait au gang de la Panthère Noire une excuse facile. Il propose à la place une stratégie bien plus efficace. L'homme exprime des doutes quant à ce plan de rechange. Li Yi lui demande de retourner annoncer au gang de la Panthère Noire que Li Yi et le gang de l'ombre sont à l'origine de tout. Bao est cloué à son lit d'hôpital lorsque des rapports lui parviennent concernant l'implication du gang de l'ombre dans les attaques récentes. Il exige de comprendre comment Li Yi a pu devenir si puissant en si peu de temps. Son assistant lui explique alors la situation complexe. Leurs hommes semblent indemnes en apparence, mais des scanners médicaux révèlent de graves lésions osseuses internes dans tout leur corps. Même avec les meilleurs soins médicaux, la convalescence prendra au minimum 6 mois. Les coûts de traitement s'élèvent à 5 millions par personne, soit un total de 30 millions pour les 6 membres blessés. Un autre message est arrivé, signalant que leurs 2 équipes restantes ont également subi une défaite. Bao empoigne la chemise de son subordonné, furieux, et réclame des informations sur l'agresseur. Lorsqu'il apprend que c'était encore Li Yi, il grince des dents sous le choc de l'incrédulité. Les 3 dimensions alternatives existent à des centaines de kilomètres de distance, rendant les attaques simultanées apparemment impossibles, même avec des capacités de vol. Son subordonné lui montre des preuves vidéo irréfutables, prouvant la responsabilité de Li Yi. Les images montrent Li Yi défaisant leur force à lui seul. Dans l'enregistrement, Li Yi remarque l'enregistrement clandestin et s'approche de la caméra. Il avertit celui qui filme de reculer et se moque de la faiblesse de l'homme de main de la Panthère Noire. Li Yi défie leur chef de l'affronter directement au lieu d'envoyer de faibles subordonnés. Il évoque les coûts médicaux élevés pour soigner tant de combattants blessés pendant de si longues périodes. Cette ultime insulte pousse Bao au-delà de ses limites. Il détruit la tablette avec fureur et jure d'éliminer Li Yi entièrement. Plus tard,
Li Yi les emmène à un bâtiment de stockage. Qian se demande pourquoi il a choisi cet endroit. Li Yi explique qu'il a suivi Qu Shihao plus tôt et a découvert par hasard l'entrepôt du gang de la Panthère Noire juste à côté. Leur interférence constante avec les opérations ennemies ces derniers jours oblige Bao à gérer les missions personnellement désormais. Qian comprend que notre homme a l'intention d'attaquer leur entrepôt pendant que Bao est occupé ailleurs. Son téléphone vibre avec une nouvelle mise à jour. Son contact rapporte que Bao et son équipe sont déjà partis pour la dimension alternative numéro 3. Li Yi prend connaissance de cette information et ordonne de poursuivre la surveillance. Notre homme l'informe que Bao dirige personnellement cette mission afin d'éviter de nouveaux échecs. Il prévoit d'usurper l'identité de Bao pour semer la confusion et leur faire gagner du temps pour le raid. Qian s'inquiète d'affronter un adversaire de rang B et suggère que Duan Hao l'accompagne pour sa propre sécurité. Li Yi refuse cette suggestion car il fuit le combat direct. Ajouter des gens crée des complications inutiles. Elle proteste contre cette décision, mais Li Yi ouvre un portail d'ombre pour montrer sa méthode d'évasion. Il la rassure qu'il n'y a pas de danger réel, car le portail permet un repli immédiat en sécurité. Xiyin accepte à contre-cœur, mais le met en garde de rester prudent. Pendant ce temps, l'équipage de Bao célèbre son opération minière réussie dans la dimension alternative. Il loue la qualité des matériaux récoltés lors de cette expédition. Un membre fait l'éloge du leadership de Bao, faisant remarquer que lui et ses partisans ont évité de les affronter de front cette fois-ci. Bao écarte Li Yi, la considérant comme une simple menace mineure, avec des ressources et des capacités très limitées. Soudain, Bao perçoit la présence d'un intrus tout près de lui. Il exige que la personne cachée se révèle immédiatement. Li Yi émerge en maîtrisant un des subordonnés de Bao. Il complimente les impressionnantes capacités sensorielles de Bao pour un combattant de rang B. Cette reconnaissance choque complètement Bao. Li Yi garde son attitude décontractée, affirmant n'être qu'un simple mineur aux ambitions modestes. Le subordonné capturé supplie Bao de le secourir. Li Yi avertit de ne pas faire de mouvements brusques car tout accident pourrait causer des blessures permanentes à l'otage. Bao projette de l'énergie de feu vers Li Yi, affirmant qu'ils peuvent tous deux périr ensemble. Li Yi utilise l'otage comme bouclier humain, obligeant Bao à brûler son propre membre d'équipe. Li Yi disparaît en utilisant un mouvement d'ombre, non sans commenter la victime tombée au combat. Li Yi réapparaît à un autre endroit et raille la volonté de Bao de sacrifier ses propres hommes pour la victoire. Bao maudit Li Yi, le traitant de lâche et d'ignoble, et déclenche de nouvelles attaques de feu, mais un autre subordonné est pris dans les flammes à sa place. Li Yi se matérialise derrière Bao et fait observer que travailler à son service comporte des risques professionnels extrêmement élevés. Bao réagit avec une rage froide, déclarant que l'élimination de Li Yi justifie amplement la perte de plusieurs subordonnés dans le processus. Bao crée une tornade de feu massive qui force tout le monde à fuir pour survivre. Les flammes tourbillonnantes brûlent plusieurs membres de l'équipe, pendant que Li Yi utilise le mouvement d'ombre pour se cacher derrière un abri rocheux. Bao crie à Li Yi d'arrêter de se cacher comme un insecte. Il reconnaît qu'il ne peut absolument pas sous-estimer la puissance d'un adversaire de rang B, et il décide que la retraite représente la stratégie la plus judicieuse. Avant de partir, Li Yi se demande quelle expression Bao affichera en revenant découvrir leur entrepôt entièrement pillé. Il disparaît alors par son portail d'ombre, tandis que Bao continue de chercher furieusement. De retour à l'entrepôt, les membres restants de la Panthère Noire affrontent l'équipe d'assaut de Li Yi. Bao arrive, exigeant des explications pour la catastrophe qui s'est produite en son absence. Son subordonné lui rapporte que des membres du gang de l'ombre ont attaqué en compagnie de la plus jeune fille de l'aîné de la famille Qin. L'ennemi a déployé 2 combattants de rang B et de nombreux guerriers de rang C contre leur équipe réduite. Un autre membre confirme qu'il n'avait absolument aucune chance face à une force aussi écrasante. Bao s'approche d'eux avec une intention clairement meurtrière, leur déclarant que leurs vaines excuses ne pourront en aucun cas les soustraire à la punition. Il brûle vif un de ses subordonnés, réalisant alors que l'implication de Xiyin explique l'étendue du vaste réseau de soutien de Li Yi. Cette découverte pousse Bao à jurer une vengeance impitoyable et sans merci contre ses 2 ennemis. De nombreuses créatures entourent Cui tandis qu'il menace Bao d'une mort immédiate s'il poursuit des actions imprudentes. Bao montre une peur évidente face à cet avertissement. Cui déconseille de détruire leur plan majeur pour de petites pertes financières. Une fois leur expérience réussie, il promet d'éliminer la famille Qin en premier. Bao accepte à contre-cœur cet arrangement tout en maudissant intérieurement. Ce contretemps frustre Bao puisque l'argent dérobé lui appartenait personnellement. Des années passées qu'à diriger le crime n'avaient jamais apporté une telle humiliation. Il grince des dents, se demandant s'il pourra gérer Xiyin sans l'assistance de Cui. Pendant leur voyage de retour, Xiyin complimente l'intelligence de Li Yi auprès de Duan Hao. Elle ordonne à leur chauffeur d'accélérer. Duan Hao la taquine en disant que la jeune demoiselle s'ennuie clairement de Li Yi, ce qui la met dans l'embarras. Xiyin nie s'ennuyer de qui que ce soit de spécial. Duan Hao rétorque qu'elle a mentionné Li Yi 24 fois depuis qu'elle s'est réveillée aujourd'hui. Elle s'insurge contre ces chiffres, expliquant que Li Yi fait partie de ses rares amis proches. L'instant d'après, un véhicule en excès de vitesse percute violemment leur voiture, brisant le rétroviseur latéral. Duan Hao protège Xiyin au moment où un camion massif s'écrase de plein fouet sur leur véhicule. Un liquide étrange jaillit de l'arrière du camion assaillant. Un garde du corps crie pour vérifier l'état de Xiyin. Duan Hao la serre pour la protéger, confirmant qu'elle est sauve. Leur voiture endommagée commence à brûler à cause de l'impact. Bao émerge du véhicule d'assaut, la saluant chaleureusement après leur si longue séparation. Duan Hao donne l'ordre à tous de protéger Xiyin, tandis que ses subordonnés forment une barrière défensive autour d'elle. Xiyin remet en question l'arrogance de Bao de l'avoir attaquée avec des forces si limitées. Elle se sent soudainement étourdie et se demande ce qui affecte son corps. Duan Hao perçoit un problème avec le liquide renversé. Bao explique ne jamais attaquer sans victoire assurée. La substance qui les recouvre contient du venin d'araignée fantôme qui rend même les combattants expérimentés inconscients pendant 10 heures au contact. Tous les subordonnés s'effondrent à terre.
terrassé par les effets du poison. Duan Hao ordonne à Xiyin de s'enfuir, tandis qu'il affronte Bao de front. Bao saisit Duan Hao à la gorge, louant sa loyauté, mais il fait remarquer que les gardes du corps dévoués survivent rarement à leur maître. Le feu engloutit Duan Hao, et Xian hurle son nom, empli d'une profonde angoisse. Pendant ce temps, Li Yi traverse le terrain boisé par un mouvement d'ombre pour se déplacer rapidement. Il détruit les obstacles qui bloquent son chemin en minuscules fragments. Anthropique commande que la maîtrise technique de Li Yi montre un développement impressionnant. Li Yi indique avoir atteint le statut de Rancé et demande à Shadow de lui donner un autre nom. Shadow écarte la force de Rancé, la jugeant une simple amélioration de base, dotée de capacités à peine plus développées. Li Yi reçoit un appel téléphonique urgent de Xian. Anthropique se demande si le pouvoir de Rancé offre vraiment des avantages significatifs, alors que l'arme de Li Yi tombe de ses mains choquée. Le téléphone affiche des images vidéo montrant Bao agrippant Xian par les cheveux tout en s'adressant directement à la caméra. Cette image provoque une rage intense chez Li Yi, qui exige de savoir ce que Bao pense avoir accompli. Bao agrippe les cheveux de Xian, expliquant que ses exigences dépendent de ses sentiments à son égard. Il lui propose deux options, verser 1 milliard de rançon pour garantir sa liberté, ou la regarder endurer la torture jusqu'à ce qu'elle en meure. Xian le supplie d'ignorer ces conditions impossibles, il répond immédiatement qu'il fournira le milliard et demande où aura lieu l'échange. Bao exige que l'argent lui soit remis dans l'heure, à son entrepôt. Il doit arriver complètement seul, car toute implication de la famille Qin garantit la mort de Xian. Anthropique déconseille fortement cette mission suicide. Compte tenu du niveau de puissance actuel de Li Yi, après avoir raccroché, il dit à son ombre qu'il ne saurait abandonner un ami. De plus, l'issue de cette journée reste incertaine quant à savoir qui mourra. Plus tard, Li Yi se rend au bâtiment de stockage où Bao est confortablement installé avec sa bande. Bao salue son courage tout en réclamant le paiement requis. Li Yi insiste absolument pour voir Xian avant toute transaction. Bao ordonne alors à ses hommes de lui présenter l'otage. Li Yi observe Xian, suspendu en l'air par des cordes, la bouche bâillonnée pour l'empêcher de parler. Li Yi ouvre alors immédiatement son espace de stockage dimensionnel pour exhiber l'argent. Un subordonné confirme l'authenticité de l'argent. Le jeune homme demande la libération de Xian maintenant que le paiement est arrivé. Bao admet avoir menti sur le respect de leur accord, car posséder l'argent change tout. Bao se demande si Li Yi a naïvement cru qu'il pourrait survivre à cette rencontre. Notre gars révèle qu'il s'attendait à cette trahison et active l'explosion dissimulée dans la pile d'argent. Un éclair lumineux jaillit, suivi de flammes explosives, créant une épaisse fumée qui envahit toute la zone. Bao se demande si Li Yi a pu s'échapper durant ce chaos, mais Li Yi se matérialise directement derrière lui. Bao lance des attaques de feu, tout en se moquant ouvertement des tours simplistes de Li Yi. Li Yi rétorque que le maître de Bao aurait dû le mettre en garde contre l'utilisation de flammes lorsque la poussière envahit entièrement l'atmosphère. Une explosion massive secoue le bâtiment, choquant Bao par sa violence et son intensité. Li Yi coupe les liens de Xian et la rattrape alors qu'elle tombe inconsciente. Quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve à chevaucher le Wyvern à ses côtés. Bao aperçoit le dragon volant et remarque une entrée de portail vers des dimensions alternatives s'ouvrir à proximité. Alors que Li Yi et Xian disparaissent à travers le portail, Bao réalise que cet adversaire possède de nombreuses capacités cachées. Bao jure de s'approprier toutes les techniques de Li Yi une fois qu'il l'aura capturé. Son subordonné rapporte que plus de la moitié de leur équipage a été blessé par l'explosion. Bao ordonne à tous les combattants valides de poursuivre les fugitifs immédiatement. Les membres restants du gang se précipitent vers le portail avant qu'il ne se referme complètement. Les forces ennemies les poursuivent en criant pour empêcher leur évasion. Xian s'inquiète que l'équipe du Black Panther ne s'introduise dans leur sanctuaire. Il apaise ses craintes, lui expliquant que cette invasion inattendue offre l'occasion parfaite de résoudre un problème persistant en utilisant leurs propres ennemis. Il ordonne à Xian et Fei Long de se cacher pendant qu'il s'occupe personnellement de cette menace qui approche. Une fois en sécurité, il descend affronter les poursuivants seul. Anthropique se demande si Li Yi a délibérément laissé le portail ouvert pour exploiter les intrus et valider le deuxième niveau de l'épreuve. Li Yi confirme cette stratégie, notant que les règles n'ont jamais exigé de relever les défis sans aide. Son compagnon reconnaît son interprétation astucieuse des exigences. Il explique que la récompense du deuxième niveau est trop précieuse pour être ignorée. Une armure capable de défendre contre des attaques de rang A offre d'énormes avantages. Il atterrit dans une clairière entourée de flammes tourbillonnantes. Il observe que les membres de la Panthère Noire font preuve d'une détermination impressionnante dans leur poursuite. Quand ils arrivent, Bao déclare que Li Yi n'a plus nulle part où fuir. Notre gars se demande pourquoi il devrait s'échapper, puisque le sauvetage de Xian a été un succès complet. C'est maintenant le moment idéal pour éliminer Bao de façon permanente. Bao rit de cette déclaration, traitant Li Yi de fou d'avoir osé défier tout leur groupe seul. Bao ordonne à son équipe de submerger l'unique adversaire avant de chercher la fille. Il promet à ses hommes qu'ils pourront s'amuser avec elle après la victoire. Cette menace déclenche la colère de Li Yi car il reconnaît leur supériorité numérique. Cependant, notre homme souligne que la quantité ne garantit pas la victoire en toutes circonstances. Il appelle des renforts des monstres qu'il a laissés derrière lui alors qu'il ouvre la porte derrière lui et les yeux brillants émergent de l'obscurité dans toute la zone. Toutes les créatures qu'il a rencontrées auparavant se matérialisent, prêtes au combat. Li Yi accueille le gang de la Panthère Noire comme allié pour ce défi qui s'annonce. L'apparition soudaine de nombreux monstres sème la panique au sein des forces de Bao. Les bêtes chargent, lançant leur assaut, tandis que les membres du gang s'alertent mutuellement à grands cris.
Une créature se jette violemment sur Bao, qui érige aussitôt des barrières de feu protectrices pour tenter de stopper l'assaut. Li Yi décide de déchaîner sa technique ultime en activant une transformation d'ombre pour prendre la forme d'un grand marteau. Il déclare son intention de s'assurer que Bao subisse le maximum de dégâts possible de cette confrontation. Li Yi ordonne à son arme de détonner avec une puissance explosive. L'intensité de l'explosion le surprend car il comprend que la puissance de rang B de Bao ne doit pas être sous-estimée, même si elle est contrée efficacement. Tandis que la bataille continue, Bao le nargue, lui reprochant de bloquer de simples attaques et mettant en doute son endurance face à un assaut soutenu dans son état actuel. Notre gars répond qu'une seule parade est amplement suffisante pour prendre l'avantage. Il suggère à Bao d'examiner son environnement avec beaucoup plus d'attention. En regardant autour de lui, Bao découvre que des créatures ont complètement encerclé sa position, ne lui laissant absolument aucune voie d'évasion. Avant que Bao ne puisse comprendre quoi que ce soit, notre type s'échappe de là en lui souhaitant bonne chance pour affronter les bêtes. Brûlant de rage d'avoir été dupé, Bao incinère la bête avec une fureur déchaînée, la réduisant en cendres. Mais d'autres créatures surgissent après qu'il en ait vaincu une. En les voyant, il jure d'écraser notre garçon. Pendant ce temps, notre gars est dans la zone centrale du deuxième niveau avec son ombre. Sortant du portail, il demande à Anthropique s'il est sûr qu'ils trouveront une armure dans ce royaume capable de résister à une attaque de rang A. Anthropique l'assure qu'il obtiendra cette armure en récompense pour avoir terminé le deuxième niveau. En avançant, il aperçoit un cadavre, et son compagnon lui explique que c'est l'intendant de la deuxième couche, Jiming. Il lui demande alors de donner à Jiming une sépulture digne, après qu'ils aient réglé le problème de la panthère noire. Il accepte, Anthropique le remercie et l'encourage à poursuivre son chemin pour trouver l'armure. Au bout d'un certain temps, il finit par apercevoir l'armure d'ombre, qui semble plutôt correcte, contrairement à ce qu'il attendait. Pendant ce temps, Anthropique pense que Li Yi n'est qu'au deuxième niveau de renforcement d'ombre, et non au troisième. Mais alors, ses pensées s'égarent. Même si Li Yi atteignait le troisième niveau, il ne pense pas qu'il serait capable de renoncer à cette armure, vu ses capacités. Li Yi se tourne alors vers son compagnon pour lui demander ce qu'il en pense. Anthropique, lui, écarte sa question d'un revers de main et l'incite à accepter sa récompense. Notre garçon marmonne à quel point il est devenu sentimental de nos jours et avance. Avant même qu'il ne puisse toucher l'armure, celle-ci lui saisit le cou en s'adressant à Anthropique, disant qu'il est inattendu de revoir son maître après si longtemps. En réalité, une âme se trouve à l'intérieur de l'armure avec un renforcement d'ombre de niveau 2. Li Yi ne comprend pas ce qui se passe quand son ombre appelle cette âme Ming. Ming est furieux contre Anthropique d'être devenu un parasite pour quelqu'un comme notre garçon, un simple rang C, alors qu'il possédait autrefois une puissance immense de son vivant. Finalement, Anthropique ordonne à Ming d'arrêter, mais le furieux Ming refuse d'obéir. Il explique qu'il sommeillait dans cette armure, attendant le retour d'Anthropique pour prolonger sa vie. Cependant, il est déçu de ne voir qu'une partie brisée de l'âme d'Anthropique dans notre garçon, alors il décide de le raffiner. Ceci, affirme Ming, non seulement améliorera son renforcement d'ombre, mais fera aussi de l'armure son réceptacle pour contenir son âme. À ce moment-là, notre garçon s'adresse à Anthropique. L'instant d'après, il appelle son ombre et lui demande si, en lui donnant le contrôle total de son corps, il pourra arrêter Ming. Anthropique lui demande s'il n'a pas peur de lui céder son corps, mais notre garçon a déjà compris qu'il a assez de pouvoir pour le retenir. Sinon, Anthropique ne le lui rendrait jamais. N'ayant pas le choix, Anthropique ne fait qu'un avec notre gars qui brûle maintenant d'énergie. Ming rappelle à Anthropique qu'il n'a aucune chance contre lui car son âme résiduelle n'a qu'un pouvoir de rang A. Anthropique assure à Ming que sa compétence de rang A est suffisante pour le vaincre, mais que dans son état de parasite, il ne peut pas l'utiliser pleinement. Au moment suivant, il utilise un domaine d'ombre de second niveau autour d'eux. Ming sourit à son maître mais affirme avec confiance qu'Anthropique n'utilise qu'une puissance de second stade. Il nargue son maître, lui demandant s'il aurait pu résister à cette compétence de Ming à l'époque où il l'enseignait. Le moment d'après, Anthropique sourit en transformant l'arrangement d'épée infini avec son ombre, narguant son ancien élève qu'il détient bien plus que ce qu'il montre. Au même instant, de nombreuses armes d'ombre se dirigent vers Ming, qui les esquive avec une désinvolture totale. Prêt à attaquer notre jeune ami, il s'écrie qu'Anthropique ne peut pas utiliser de compétences de troisième niveau avec le corps de Li Yi. Anthropique utilise ensuite sa course d'ombre pour esquiver l'attaque de Ming, le laissant stupéfait par cette technique inconnue. Maintenant, Anthropique attaque sans relâche son ancien élève avec une épée d'ombre, mais Ming reste suffisant, affirmant qu'il ne peut de toute façon pas maintenir le deuxième stade longtemps. Anthropique demande à notre garçon s'il peut supporter le combat et il lui assure avec une grimace qu'il le peut. Ming rappelle à Anthropique qu'il ne pourra jamais vaincre son armure avec de tels assauts. N'ayant plus d'autre option, Anthropique frappe de toutes ses forces, cherchant à arracher l'âme de Ming de son armure. Le sol se met à trembler violemment, mais Ming parvient à résister à cet assaut. Cependant, à ce moment-là, l'épée de Ming se brise et il reçoit un coup de poing d'Anthropique qui encourage Li Yi à tenir un peu plus longtemps. Li Yi répond avec détermination. Anthropique, quant à lui, s'inquiète que le corps et l'âme de Li Yi puissent subir de graves dommages à cause de cette surcharge d'énergie. Voyant son hésitation, Ming sourit, se moquant de son maître, devenu si pathétique à hésiter à le vaincre juste pour protéger Li Yi. Anthropique regrette sa pause, et l'instant d'après, il est violemment frappé par son ancien élève. Ming est pleinement satisfait de pouvoir enfin vaincre et absorber son maître. Le maître en question n'arrive pas à croire qu'il soit trahi par son propre élève. Il quitte finalement le corps de Li Yi et retourne à Ming qui brûle de triomphe à l'idée de revenir enfin à la vie avec l'essence d'Anthropique. Li Yi s'inquiète pour son compagnon, mais Anthropique lui dit de fuir. Déterminé, notre garçon se précipite vers son ennemi et demande à Ming de laisser partir Anthropique, mais Ming se moque de ce sentiment. Il explique qu'Anthropique a trop peur
peur de brûler l'âme de notre garçon, c'est pourquoi il n'ose jamais utiliser toute sa puissance. D'un autre côté, Li Yi n'est rien en termes de force, pourtant il attaque Ming pour Anthropic. Ming le repousse violemment, le faisant cracher du sang. Anthropic lui intime de s'en aller, insistant sur le fait qu'il n'est qu'un rang CO. Li Yi lui rappelle comment il l'a jadis traité comme un esclave, le forçant à combattre pour qu'il puisse monter en niveau. Mais à présent, alors qu'il fonce vers l'ennemi, il déclare que cette fois, c'est lui et lui seul qui fait son propre choix. Il tente d'attaquer Ming tout en dévoilant qu'il a vaincu la Panthère Noire en absorbant de manière forcée l'énergie des ombres environnantes. Il est déterminé à faire de même avec Ming. Ming ne le croit pas, mais Anthropic s'inquiète que cette cascade imprudente puisse faire exploser son corps. Li Yi cependant s'en moque, car il continue de rassembler l'énergie de l'ombre, même s'il remarque que son corps commence à se briser. Ming se moque de son sentiment, le qualifiant de noble mais suicidaire. Anthropic s'adresse à notre garçon, mais Ming le réduit au silence, exigeant qu'il serve de nourriture, discrètement, pour sa propre existence. Anthropic est absorbé par Ming, qui éclate de rire triomphalement, mais l'instant d'après, il perçoit d'immenses ombres l'encerclant de toutes parts. Il se rend compte que c'est la compétence de la nuit éternelle qui doit être activée par le domaine des ombres. Il n'arrive pas à y croire, car il doute fortement que cela soit même possible. Il se demande si c'est l'œuvre d'Anthropic qu'il n'a pas entièrement absorbée. L'instant d'après, notre jeune homme apparaît derrière son ennemi, son énergie d'ombre activée, lui rappelant sa déclaration de l'éliminer.